Vous êtes branchés sur la fréquence 9/3/4. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fréquence 9/3/4. Je suis Marina. Et je suis Jérémy. Après 10 chapitres, enfin, il est l'heure de faire sa rentrée à Poudlard. C'est une fois dans le Poudlard Express qu'Harry va vraiment se rendre compte que, oui, il retourne bien à la maison. Je crois qu'on est tous aussi heureux que lui de revenir à Poudlard, d'autant qu'on va y faire la rencontre d'un personnage crucial dans l'univers. Il n'y a pas trop de mystère, c'est le titre du chapitre. Et oui, on va faire la connaissance de cette chère Luna Lovegood. Et pour partager notre compartiment du Poudlard Express, on sera accompagné d'une nouvelle auditrice sur ce chapitre en la présence de Laurane. Hello Laurane, comment ça va ? Ça va, et vous, bonjour tout le monde. C'est le moment où on fait genre qu'on se parle pas en live et qu'on s'est pas parlé juste avant, Laurane. Qu'on n'a pas débattu un peu longuement sur The Office. Oui, Laurane est tout aussi fan de The Office, la série, que nous. Un autre point en commun. Si les gens n'ont pas vu, il faut regarder. Bah écoute, merci Laurane de nous accompagner. À la base, tu devais nous accompagner pour le chapitre 9, il y a eu des petits imprévus, tout ça, donc on a réussi à te ravoir pour le chapitre 10. Oui. J'espère que c'est OK pour toi de faire ce chapitre 10 quand même avec Luna Lovegood. Complètement. Bah, c'est dans mes personnages préférés, donc j'étais contente de voir que c'était celui-là. En fait. Bah écoute, Oh bah cool. parfait. Surtout que l'after show, en fait, ça va être un spécial Luna Lovegood. Donc, pour le coup, tu vas être servi. Et c'est pour ça que dans le chapitre, on va en parler, parce que quand même, ça porte le nom du chapitre, mais on va encore plus développer, en fait, dans l'after show. Complètement. Ouais, c'est ça. On va parler de Luna, on va essayer de pas trop sortir du chapitre. Mais, Luna, voilà. Luna. Tu dis comment, Laurane ? Ouais, Moi, je dis Luna Lovegood. Luna, pareil. Tu dis Lu, toi ? Non, Luna. Et moi, je dis quoi ? Luna. J'ai dit Luna, là ? Tu dis Luna tout le temps. Luna. Ah ouais. Ouais, Luna Lovegood. Mais je suis vraiment un peu bipolaire parce que des fois, je vais prononcer à l'anglaise, à l'anglo-saxonne, ouais. Et des fois, non, c'est vraiment arbitraire, je sais pas pourquoi. Après, t'as pas tort parce que Luna, ça vient de lune, non ? Oui, c'est ça. Donc, du coup, mais on en parlera dans l'after show de l'étymologie. J'ai failli te piquer des notes. Un peu nous spoiler. Ouais. Bah écoute, Laurane, t'avais pas participé au chapitre 9, donc les auditeurs et auditrices t'identifient pas spécialement, mais si tu devais présenter en quelques mots à ceux qui écoutent ce podcast. J'ai 31 ans, je viens du Nord-Pas-de-Calais, donc du nord de la France, tout en haut, à la mer, mais là où il fait froid. Je suis ingénieure chimiste dans la vie. Harry Potter, j'ai découvert quand j'étais toute petite, c'est mon père qui m'a acheté tous les livres à chaque fois que ça sortait. C'était mon cadeau, en fait, par mon père. Et après, j'ai suivi avec les films quand c'est sorti aussi. C'est toute une bonne partie de ma vie, c'est Harry Potter et Team Serdaigle. Oui. Et ingénieur chimiste, ça veut dire possible. Que dans la vie de Moldu, tu es une maîtresse de potions. C'est ça. Si j'étais prof, je serais forcément prof de potions. Je ferais des petits mélanges avec des béchères. Trop cool. Bah ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool parce que t'as un métier qui se convertit dans le monde des sorciers. Ouais, j'ai un équivalent. Ouais, c'est assez cool. Bah, je suis l'équivalent, c'est Rogue, mais bon. Rogue en professeur, oui, mais tu peux le remplacer ou autre. Et puis il y a d'autres maîtres des potions, donc. Oui, c'est vrai. En fait, tous les matins, quand tu rentres dans ton bureau, tu claques la porte comme ça, tu portes une cape. Ouais. Je suis en noir, c'est parti. Et puis je parle mal comme ça, blanche, un peu en noir. C'est vrai qu'en fait, je ressemble beaucoup plus que ce que je pensais. Bah écoute, c'est un plaisir de t'avoir. Donc oui, Serdaigle. Est-ce que tu as un livre ou un film préféré, Laurane ? Le livre préféré, je pense, c'est le 4. Ah ça a ouais, toujours été le 4, mon livre préféré. Ouais. J'aime trop le concept du tournoi des 3 sorciers. Ça change un peu, il y a des épreuves. Moi, j'aime bien les livres de fantasy et tout, donc ça ressemble un peu à ce qu'on retrouve dans les livres de fantasy, le concept compétition, des gens qui meurent. Enfin, j'adore. Et le film préféré, c'est le 3, je pense. Il est trop bien, le 3. Ok. Le prisonnier d'Azkaban. Okay. Pourtant, quand j'étais petite, je le détestais. Ouais, moi aussi. Je n'aimais pas du tout le 3. Je disais, c'est le pire. Et en fait, non, c'est une masterclass, le 3. Enfin, c'est juste, j'étais trop jeune.
Mais donc, J'ai du peur. coup, vu que tu aimes La Coupe de Feu en livre, est-ce que tu aimes le film quand même ou tu étais ultra déçu comme la majorité? Bah, en fait, moi, je suis team Robert Pattinson, donc j'adore le film. Ah, c'est cool parce que on a beaucoup, on n'a pas eu beaucoup de Twilight lovers, Robert Pattinson, tu vois. Et Il a pris d'ailleurs, un peu cher, je crois, dans notre lecture du tome 4. C'est cool aussi d'avoir un. Je crois, ouais. Et Moi, d'ailleurs, j'aime trop. Reco Podcast, pour ceux qui sont fans de Twilight, il y a un podcast qui parle de Twilight. Je crois qu'ils font chapitre par chapitre ou pas, les livres? Ah, c'est Bienvenue à c'est Fourchette. hein. Bienvenue à Fourchette. Oui. Parce qu'il y a Forks et il y a Bienvenue à Fourchette sur Twilight. Donc pour les fans et tout. Moi perso, j'ai pas écouté parce que je déteste Twilight, mais après voilà. On te conseille. Une des animatrices de ce podcast nous a contacté et sans doute qu'on la recevra un jour dans ce podcast. Trop bien. Parce qu'elle est. Et je viens de d'Harry dire que je déteste sa passion. Bonjour. Mais Bah, comme non, ça, mais- vous pourrez débattre de plein Mais oui, c'est ça. Trop bien. En plus, on a parlé de Robert Pattinson dans le dernier after show là qui va sortir. Ah Et ouais on n'était pas sympa avec lui non plus. Mais il est enfin, trop bien, De son Michon. personnage dans Twilight. Oui, parce que c'est un. Ah, ok. Après Twilight, c'est Oui. clivant. Bah, c'est un pédophile. Enfin, Oui, bah, on avait parlé de ça justement. Mais oui, c'est très clivant. Puis même sur l'image des vampires, tout ça, mais. Ça, et puis il est un Oui. peu pervers narcissique, comme dirait William dans le podcast Fais-moi bouquer, parce qu'il a demandé à sa sœur psy. Mais bon, on pourrait débattre des heures sur Twilight, etc. Ouais. Et puis, ouais, mais du coup, moi, j'aime bien le 4, même en film. et puis Robert Pattinson, c'est plus approuvé, mais c'est un super acteur aussi, quoi. Oui, Tout comme clairement. Kristen Stewart. En fait, Il a on n'attaque réussi pas à sortir l'acteur. quand même de Twilight. Ouais. Donc, Ouais. c'est fort. Et là, juste, on va s'arrêter sur Luna Lovegood parce qu'elle est le centre du sujet, de l'attention. Est-ce qu'il y a un personnage, toi, qui se démarque dans l'univers d'Harry Potter? Est-ce que tu en as un préféré, un ou une? Bah, je pense que j'en ai deux. C'est Luna et Lupin. Les Ouais. L. Je comprends. Mais pourtant, ils se ressemblent pas du tout, mais je sais pas, je trouve qu'ils apportent deux trucs différents. Et Luna, je l'aime trop, et Lupin, oui. Je peux pas regarder le dernier film parce que non. Ça aussi. Justement, dans l'after show, on va parler de ce que Luna apporte à la saga, en fait. Ouais. Ah bah là, c'est Avec sa je trouve que c'est personnalité le bon moment et pour tout, qu'elle arrive, en fait, parce Mm. que il faut Ouais. bien un peu de joie dans le truc, parce que sinon c'est. Elle arrive exactement au bon moment. Oui. Et, Parfait. ouais. Et pourtant, on est déjà à la moitié de la saga, c'est-à-dire qu'on a tendance à l'oublier, mais c'est qu'à la moitié, en fait, qu'on fait sa connaissance. Mais on en parlera dans l'after show, puis dans le chapitre, évidemment. Laurane, tu vas nous suivre tout le long de ce podcast. T'hésites pas à nous donner ton avis, à réagir, parce que ça y est, on va pouvoir te répondre. Je sais que vous êtes frustrés, là, beaucoup. Là, vous nous écoutez, des fois, on dit des trucs, vous n'êtes pas d'accord, ou alors on dit des bêtises. Et bah, venez nous rejoindre comme Laurane, comme ça, vous... Mais de toute façon, tu vas bientôt pourrez nous parler. reprendre les lives. Je vais reprendre les lives, donc vous euh, pourrez m'attaquer en live, il n'y a pas de souci. Abonnez-vous sur Twitch. Venez m'attaquer dans le chat. Je sais pas si j'en fais une bonne pub. Donner de la thune pour m'attaquer. Oui, c'est que les subs qui ont le droit de m'attaquer. Allez, bon, le square Grimoire, c'était bien. Mais on en a fait un peu le tour. Je sais pas ce que vous en pensez. Il est grand temps de prendre un bon bol d'air en gambadant dans Londres à la manière de Sirius sous forme de chien avec ses petites pattes là. Papa. Le Poudlard Express nous attend à 11h pile. Alors, en route. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Chapitre 10. Luna Lovegood. Alors nous retrouvons Harry en train de faire des rêves un peu bizarres. Son inconscient a fait un mélange un peu de tout ce qui vient de se passer entre l'apparition de ses parents, parce qu'il pense toujours à ses parents quand même au fond de sa tête, Madame Weasley qui pleure sur le cadavre de créatures, Ron et Hermione qui portent des couronnes, et encore une fois, cette fameuse porte verrouillée. Et à son réveil, c'est pas mieux parce que c'est le chaos total. Madame Weasley hurle pour que tout le monde se dépêche parce que c'est le jour de la rentrée. On le rappelle, Fred et George, dans tout ce chaos, n'ont pas trouvé une meilleure idée que d'ensorceler leur mâle pour éviter de les descendre eux-mêmes dans les escaliers. Sauf que la pauvre Ginny, elle passait par là et elle s'est pris les mâles dans la tête et elle a dévalé 2 étages.
Ouais, c'est violent un peu. Elle aurait pu mourir. Donc du coup, au hurlement de Madame Weasley, tout ça, ça a réveillé Madame Black avec ses hurlements. Donc toujours prête, Molly, elle soigne tout de suite Ginny, alors par la magie, on suppose. Edwige est revenue, mais Folleuil révèle un autre problème. Sturgis Podmore n'est pas là. Sans lui, l'escorte sera incomplète. Et là, du coup, eux, ils s'étonnent pourquoi tout le monde a besoin d'une escorte pour aller à la gare. Mais Hermione lui rappelle que c'est lui qui a besoin d'une protection pour aller à la gare. Bon, Harry se demande pourquoi une telle protection, parce que pour lui, Voldemort, il va pas l'embusquer en pleine rue, il va pas sortir d'une poubelle et faire ah. Même si ça réglerait le problème, en fait. Ça réglerait le problème. En vrai, ça pourrait. En vrai truc, là, ils vont marcher 20 minutes à pied dans Londres, c'est ce que ça sera précisé, la durée. Moi, je trouve ça risqué, en fait. Parce que, par exemple, ils ont fait toute une garde rapprochée pour voler dans les airs, pour sortir Harry de chez les Dursley. Mais je trouve ça plus dangereux que de se balader pendant 20 minutes à pied dans la capitale londonienne. Ah non, les valises, ils les portent pas. Non, c'est Maugrey Folleuil, je crois, qui s'en occupe. Mais, enfin, je veux dire, il est vulnérable, Harry, à ce moment-là. Bah Surtout oui, carrément. il est facilement détectable avec tous les membres de l'ordre. Alors oui, il y en a qui prennent du polynectar. Je crois que Tonks, elle prend du polynectar. Mais bon, quand même, on peut... Bah non, elle se métamorphose, non? Elle se métamorphose, tu penses? Bah, je pense qu'elle utilise ses pouvoirs, non? Ah oui, peut-être. Bon, attends, on n'y est pas encore, mais... Ah oui, je me suis posé cette question. Ok. Mais ouais. Moi, je trouve ça dangereux, perso. Enfin, c'est vite fait dit, oui, mais voilà, il y aura des membres de l'ordre. Ok. Bah, j'ai l'impression qu'ils ont mis plus d'efforts à rapatrier Harry ou Square Grimoire, mais bon. Ils savent que Voldemort, il a un peu le sens du spectacle, quoi. Lui, il fait toujours des trucs... Enfin, genre, faut qu'il y ait un labyrinthe, faut qu'il y ait une mise en scène, en fait. Donc, dans l'ombre, c'est trop banal, je pense. Ils se disent... Ouais, peut-être. Et après aussi, parce que si jamais Voldemort et les Mange-Morts étaient malins, je veux dire, ils savent que Harry va faire sa rentrée le 1er septembre à 11h au Poudlard Express. Donc, en fait, il pourrait très bien faire une embuscade du côté de King's Cross. Enfin, voilà. Pour moi, c'est un danger pour Harry à ce moment-là, mais bon, apparemment, pas trop. Ouais. Oui, mais sinon, il n'y a pas d'histoire. Ouais. Et Marina, ça t'a pas fait penser à une ambiance d'un film, tout ce début-là? Un film qui est particulièrement cher à ton petit cœur? Le côté tout le monde se réveille. Maman, j'ai raté l'avion. C'est un peu Home Alone vibes, je trouve, dans ce début de chapitre. Ça doit être tellement stressant et tout, avec les cris et tout. Par contre, s'ils oublient Harry, enfin, je veux dire, là, ce serait vraiment très con. Avec Molly. Oh mon Dieu! Harry! Ça serait drôle. Avec précipitation, donc Harry rassemble ses affaires avec Hermione. Madame Weasley hurle encore pour bien vous rappeler le fond sonore. Et ce sera avec elle et avec Tonks que Harry sera escorté à la gare. Alors qu'il s'apprête à partir, un chien noir se prépare à les accompagner. Madame Weasley préfère lâcher l'affaire avec Sirius. Il est précisé que lorsqu'elle ouvre la porte, il fait grand soleil et à ce moment-là, je pense à Sirius qui doit tellement revivre en cet instant. Et plus tard, il sera dit qu'il va un peu fanfaronner durant le trajet pour montrer sa joie à Harry. Il va attaquer des chats, machin, il va tourner. Tellement heureux. Et là, je l'ai déjà dit, mais je le répète, Sirius, il a vraiment une vie horrible en fait. Parce qu'il a eu une enfance, une adolescence désastreuse. Il a eu un petit moment de bonheur avec les maraudeurs, avec le fait qu'il devienne parrain d'Harry, son amitié avec James, Lupin, et puis même Lily. Et puis, il y a eu Voldemort, parfois en parallèle avec tout ça, Azkaban. Et en fait, même après Azkaban, il a jamais été libre, en fait. Il était dans des grottes, il a été au Square Grimoire, maison qu'il déteste. Et certes, il a des défauts, mais cette folie et ce caractère un peu... perturbée, c'est à cause de son passé. Et je trouve que Madame Weasley, elle devrait être un peu plus compatissante avec lui. On va voir à la gare, elle me saoule. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, moi, je suis d'accord. Je me dis, si on prend l'exemple du confinement, on était tous énervés. Je pense qu'à la fin, on avait tous marre. On voulait tous sortir de chez nous, voir un peu autre chose. Donc, je me dis, lui, il a eu que des malheurs quasiment dans sa vie. Il est déjà né dans une famille. S'il te plaît, la famille. Les traumas, quoi. Ouais, moi, à sa place, je pense que je serais pire, quoi. Donc, je trouve il gère plutôt bien la situation pour quelqu'un qui sort jamais et à qui il arrive que des merdes. Après, il avait toujours le moyen de sortir, tu vois, malgré l'interdiction de Dumbledore.
Alors ouais, et surtout que moi, ce que je me dis, c'est que je trouve qu'ils sont trop sévères avec Sirius parce que, par exemple, là, je pointais du doigt le fait que de se balader 20 minutes à pied dans Londres pour escorter Harry et compagnie jusqu'à King's Cross, je trouve que c'est risqué et pourtant on n'insiste pas trop sur le danger que ça Mm. représente. Après, peut-être parce qu'on est sous le point de vue de Harry, je sais pas, mais voilà. Et d'un autre côté, on a l'impression que Sirius, il a interdiction de quitter Oui, c'est ça. la maison, mais c'est un animagus sous sa forme de chien. Je vois pas où vraiment est le danger parce que. Bah, à moins que Voldemort dit tuer tous les chiens noirs. Ouais, oui, mais c'est Ouais, parce impossible. qu'ils le Tout le savent, monde. en fait, que Oui, ils le savent. ce chien-là, Mais ça reste un chien quand même. Oui. Enfin, je veux dire, ça reste un chien. Et puis en plus, Puis même, Square c'est un- Grimoire, les mange-morts, ils savent pas où c'est là. Et puis il y a du polynectar. Enfin, il y a de la magie. Il y a genre, il peut se mettre des perruques, Ouais, il peut se mettre des lunettes de soleil, une casquette. Enfin, je sais pas, mais ouais. il y avait moyen qu'ils sortent en fait. Mais bon, c'est pour l'histoire, mais ça me fait trop mal au cœur. Oui, oui, oui. Ouais, En moi, tout je cas, suis ça fait. d'accord. Je ça trouve fait- qu'il a vraiment une vie, enfin, pas nulle, mais un peu quand même. C'est un peu le personnage sacrifié en fait. Oui. Bah, oui, clairement. J'aime bien dans le film, tiens, je vais faire une petite référence à The Office, ça va te plaire, Laurent. Dans le film, c'est pire avec Sirius parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais une fois qu'ils arrivent à King's Cross, Harry et Sirius s'isolent dans une pièce, voilà. Ouais, Et ça doit attendre, ouais. voilà, pour avoir une petite discussion et tout. Et puis Sirius, il reprend sa forme humaine. Donc, c'est assez dangereux, quoi. Et j'aime bien ce qui me fait rire dans cette scène, c'est Maugrey Folleuil qui instinctivement prend la posture du garde-corps pour que personne rentre dans la pièce. Et il me fait beaucoup penser à Dwight dans The Office qui garde la porte de Michael Scott, tu sais. Ouais. Ouais, Parce que c'est il est là. toujours un peu le protecteur de Oui. Mais là, on va avoir Petite ref à The aussi. Office pour ceux qui savent. Voilà. Folleuil, il aime bien s'immerger dans le personnage aussi. C'est un bon acteur, ouais. Lui aussi, il a eu des épreuves pas faciles. Ouais, Il reste carrément. enfermé pendant un moment. Donc, je pense peut-être qu'il se sent proche de Sirius. Ouais. Et oui, je suis d'accord. Moi, je trouve qu'ils sont trop sévères avec Sirius. Je Ouais. vois pas trop où est le problème de Même sortir sous Hermione, sa hein. forme de chien. Mais même Ouais, ouais. Hermione, elle va le juger. Donc aujourd'hui, ils rejoignent Tonks dans la rue. Et Tonks aujourd'hui a pris l'apparence d'une grand-mère avec un chapeau galette violet. Alors moi, je pense Ouais, je pense qu'elle s'est transformée en grand-mère. ouais. Mais elle s'est ajouté un chapeau, tu vois. Non, je sais pas. C'est Ouais, pas ce pour qu'elle moi, peut faire. c'était lié à sa capacité à Ouais, se c'est ça. transformer. Elle avait pas forcément. Ok. C'est pas du polynectar, je pense pas. Ah, en fait, quand t'es métamorphomage, tu peux vraiment changer complètement ton apparence, quoi, du coup. Ah ouais, je Ouais, ouais, pense. ok. Ouais. Bah Ouais, oui, ouais, c'est un des Oui, non, mais oui, vous des avez raison. atouts en fait pour être aurore. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'image des films, on la voit surtout changer, par exemple, son nez, juste un élément de son corps. Ouais. T'as imaginé Où qu'elle elle a fait pas de grosses transformations. Ouais, c'est ça, ouais. qu'elle a assommé, séquestré une pauvre grand-mère le temps qu'elle se transforme, qu'elle lui a arraché des bouts de cheveux. Bah, Harry, Ron et Hermione font bien ça pour entrer dans le ministère. Bah, je sais plus si quand ils font la garde où ils se transforment tous en Harry, est-ce qu'elle est là? Oui. Et est-ce qu'elle prend du polynectar? Je me souviens plus, en fait. Ou est-ce que juste elle se transforme? Bah, pour la garde rapprochée, personne prend du polynectar. Tu parles des 7 Potter, peut-être? Non, mais ouais, les 7 Ouais, les Potter. 7 Potter. C'est une bonne question, ça. Mais je crois que Parce qu'elle en est fait, avec Hermione, je crois, Ouais, mais ouais, je sais puis, plus si ils du coup viennent elle en avec- boit ou pas. Puis elle vient avec Lupin parce que c'est là où il. Ouais, est-ce qu'elle peut se métamorphoser en une personne existante? Bah, je sais pas. Bah, je pense, ouais. Apparemment, on nous dit qu'elle en prend du polynectar. Donc, Ah. Pendant Après, le film. c'est peut-être plus simple aussi pour elle, même si elle peut se transformer. Pour que ce soit identique, Ouais. ou je sais pas. Ouais, Ouais. Et puis peut-être qu'elle peut pas changer sa taille, par exemple, aussi. Alors que se transformer en Harry, il est peut-être plus petit, je sais pas. Il y a peut-être des Ouais, limites aussi peut-être. quand t'es métamorphose. Alors donc maintenant, il faut se dépêcher pour que personne ne soit en retard à la gare. Arthur ne pouvait pas compter sur les voitures du ministère au regard de sa relation avec le Premier ministre. C'est pas foufou. Et Molly, elle comprend vraiment pas comment font les moldus pour voyager sans magie. Ah, c'est sorcier. Et donc là, comme on l'a dit, la marche jusqu'à la gare prend 20 minutes. Et je pense que la pauvre Molly a souffert. Et donc du coup, je me suis demandé, justement, étant donné que les sorciers et les sorcières se déplacent énormément par la magie, est-ce que ça les rend pas trop sédentaires? C'est une bonne question. Parce que autant quand t'es élève à Poudlard, Oui, tu Ah prends bah, les Poudlard, il y a escaliers, tellement tu marches, d'escaliers, machin. ouais. Là, pour le coup, t'es pas sédentaire du tout. Ah, Mais quand t'as un travail de bureau, ou comme quand Madame Weasley, elle est à la maison, est-ce que finalement, ça les rend pas trop sédentaires? moi, si, c'est vrai qu'il y a peut-être un risque pour ceux qui ont qui travaillent dans l'administratif ou des trucs comme ça, s'ils font tout, si dans le cadre de leur travail, ils ont pas besoin de bouger, en fait, ils bougent jamais.
Parce que en fait, même quand t'es chez toi, t'es pas obligé de te lever pour récupérer des trucs. Genre, hop, la télécommande, j'ai même pas besoin de me lever. Assio télécommande. Oui, c'est vrai. Puis c'est facile de transplaner. Enfin, je veux dire. Du ouais. coup, est-ce qu'il y a quand même des salles de sport sorcières? Ouais, bah, je sais pas. J'espère. Après, ils ont peut-être un métabolisme aussi un peu différent. Ah oui, peut-être, avec la magie. Ou sinon, je me dis que peut-être qu'ils se dépensent à Poudlard pendant leurs 7 années d'études. Ils se dépensent tellement avec les escaliers, le fait que l'école est immense. Ils se dépensent pour tout le reste de leur vie. Et donc, du coup, ils ont plus besoin de marcher, d'être actifs. Je crois que Witzy, désolée si vous n'avez pas la vidéo, mais de toute façon, même ceux qui ont la vidéo non. ne voient pas. Witzy est possédée par Voldemort. Elle dort tellement qu'elle a les yeux blancs. Allez. Ah, elle ferme pas un œil. Oh mon Dieu. Là, elle fait des rêves de la porte fermée, tout ça. Alors, on nous dit, il y a un petit erratum, c'est pas sûr que Tonks ait pris du polynectar. Apparemment, je veux dire, pendant la bataille des 7 Potter, apparemment, elle accompagne Ron qui, lui, en a pris pour se transformer en Harry. Voilà, à vérifier. Ouais. Faudrait que je relise cette Mettez-vous d'accord dans le chat, les amis. C'est votre travail. C'est votre travail, vous faites quoi là? Vous enquêtez pendant qu'on parle. L'enregistrement, il a commencé là depuis 20 minutes. Hein, vous êtes là pour ceux qui écoutent en replay, pour nous, pour Laurane. Et donc, du coup, une fois arrivé à la gare, excusez-moi, et la voie 9-3/4 traversée, Harry dit que l'odeur du Poudlard Express lui remonte le moral. Et quelle odeur a pour vous, justement, le Poudlard Express dans votre esprit? Si vous devez l'imaginer. Le train en fumée, donc en fait, je serais pas hyper contente de sentir ça, je pense. Mais ouais, dans ma tête, ça sent la fumée, en fait. C'est un train ouais, le à charbon. vapeur, donc le vieux charbon, pour moi, ça pue. Mais en fait, c'est une odeur après, peut-être c'est la magie et il y a odeur lavande, je sais pas. Hein, mais après, peut-être ça peut être l'odeur qui sent mauvais, par exemple comme l'essence. Ça sent mauvais, l'essence. Attention, débat. Mais après, l'essence, il y a un côté addictif. Ah ouais, moi je suis accro à l'odeur de l'essence. Et même l'odeur de la peinture. Ah, mais moi, quand de la j'étais peinture petit fraîche. et que mes parents ils mettaient de l'essence dans la voiture, j'ouvrais ma fenêtre et j'étais là. j'étais moi, je faisais grave. ça avec les tubes de colle. Oui. Ouais. Moi, je sniffais de la colle énormément. Et moi, j'ai un truc. On est grave. Hein. J'avais un truc bizarre aussi. Et j'ai un peu en tant qu'adulte, c'est quand j'utilise du gros scotch, comment ça s'appelle, le marron et tout. Je fais. Ouais. Ah ouais. Parce que la colle, elle sent méga bon en vrai. Ouais. Enfin, mais c'est comme les livres. Moi, j'adore l'odeur de certains livres et en fait, il paraît que c'est l'odeur de la colle en vrai. Mais les livres neufs. Mais moi, je peux aller dans des librairies et sentir des bouquins. Enfin, ça sent trop bon. Ouais. Mais après, bizarre, chacun ses petites bizarreries. C'est ça se trouve, c'est une odeur de fumée et tout. C'est une odeur de CO2 là-dedans. Mais comme ça rappelle à Harry quelque chose de réconfortant, c'est la voilà. Puis mélangé aux friandises. Je sais pas, aux divers parfums. C'est comme des odeurs. En fait, des fois, ça pue. Et selon ce que tu associes à ça, c'est super. Enfin, moi, je sais que je faisais de l'équitation, donc en fait, l'odeur, du fumier crottin de cheval, moi j'adore quoi. Enfin, je me dis je me sens trop bien et tout, alors qu'en fait pour les gens. Est-ce que t'en mettrais en parfum d'ambiance chez toi? Non. Non, mais si je sors de chez moi et que ça sent ça, je me dis oui. Même tu vois par exemple quand t'as vécu à la campagne, les odeurs de fumier, des trucs comme ça, oui, objectivement ça pue. Mais à la campagne. Tu sais que t'es à la campagne, t'es arrivé chez toi. Mais je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je pense il y en a que ça dégoûterait. Donc. Bah oui, si t'as vécu dans la ville. En ville toute ta vie. Là, c'est la pollution. Ouais. Quand tu te lèves le matin, il fait frais, t'entends. Tu respires l'air frais et d'un coup, l'odeur de fumier qui arrive, mais t'es dans la nature. Vivement qu'on puisse faire de l'odorama dans les podcasts. Comme ça, on aurait pu mettre une odeur de crottin de cheval pour que vous voyez de quoi on parle et tout ça, quoi. Est-ce que c'est une bonne idée? Parce que si l'odeur vient des micros, est-ce que notre haleine est soutenable pour les auditeurs et les auditrices? C'est ça le problème. C'est à leurs risques et périls. Une chose est sûre, c'est que je me souviens que certains micros du podcast, il fallait faire attention quand même. Bah oui, moi le podcast, on n'en parle même pas. Hein. Surtout, c'est des micros qui étaient utilisés sur plein de trucs. Dans les nôtres, on a les nôtres, on a chacun notre bonnette. C'est notre bonnette personnelle. Oui. Donc voilà. Si ça sent pas bon, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes.
Et même les invités, quand c'est en présentiel, vous avez votre micro, votre bonnette. Oui, oui. Donc voilà. Oui. Enfin bref, encore une digression. Maugret arrive peu après avec le chariot chargé de leurs bagages. Et il prend son rôle d'infiltré très à cœur puisqu'il porte une casquette de porteur. Ah oui, comme s'il travaillait à la gare, en fait. Ouais. Ouais, c'est cool. Puis Monsieur Weasley arrive avec Ron et Hermione. Et enfin, Lupin avec Fred, George et Ginny. RAS niveau ennui à ce stade. En revanche, Maugret va faire remonter l'information à propos de Sturge. Voilà, je redoutais ce moment. Parce qu'en plus, je vais le dire beaucoup de fois. Bah, Podmore. C'est dur. À propos de... Oui, je voulais dire Sturgis Podmore, mais on va dire de Podmore, qui a loupé son tour de garde pour la 2e fois cette semaine. Selon l'ancienne Aurore, on pourra bientôt plus compter sur Mondingus que Sturgis. Non, que sur Fletcher. Ah oui, Mondingus, pardon. Oui, pardon. Maugret, Mondingus, ça se ressemble dans ma tête. On a commencé un débat avec Jérém. En fait, je voulais pas qu'il sache l'interrogation que j'allais poser pour pas qu'il ait la réponse. Mais de toute façon, il a deviné l'interrogation et enfin bref. Ouais. Savez-vous pourquoi Podmore ne s'est pas présenté 2 fois de suite à ses missions de l'Ordre du Phénix? Moi, je sais pas. Ah, t'as pas écouté le chapitre 9, c'est pour ça, Laura. Non, j'ai pas écouté le chapitre 9. D'ailleurs, tu l'écouteras jamais parce que c'est le chapitre que tu devais, auquel tu devais participer. Bah non, c'est pas dit dans le chapitre 9. Si. Bah, on en a parlé, nous, dans le chapitre 9. Dans le podcast. Bah, je sais plus. Mais oui, parce que tu sais, Maugret. Ah, mais oui, vous en avez parlé dans le chapitre. Bah oui. En fait, parce que toi, t'avais zappé ce détail de Maugret qui parle de Podmore, il m'a pas ramené ma carte d'invisibilité. Donc, du coup, on a déjà donné la réponse. Ouais. Et dans le chapitre 9, oui. Détaillé? Eh ben, oui, parce qu'en fait, dans le chapitre 9, Harry a surpris Lucius Malfoy en train de parler au ministre de la Magie, à Fudge. Ouais. Et en fait, ce jour-là, on l'apprendra plus tard évidemment, mais en fait, ce jour-là, Malfoy a découvert que Podmore gardait le département des mystères. Il était en planque pour l'Ordre du Phénix. Et en fait, il le soumet à l'Imperium. C'est supposé. Voilà le débat, c'est le débat qu'on a eu ce matin. Vas-y. Parce que dans le chapitre, je crois, c'est Vu et Revu, je crois. Vu et Imprévu, chapitre 26. Vu et Imprévu. Harry fait un rêve, enfin c'est un rêve connecté à Voldemort, où il le punit Rookwood, je crois. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et en même temps, il parle de Morose, qui travaillait au département des mystères et qui a été soumis à l'Imperium par Malfoy. Ouais. Ensuite, Harry raconte à Hermione et Ron son rêve. Et là, Hermione dit... Ah, mais s'il a soumis à l'Imperium Morose, c'est sûrement lui qui a soumis Podmore à l'Imperium. Ouais. Donc, c'est supposé par Hermione. Mais après, il faut partir du principe que les suppositions de Dumbledore ou même d'Hermione qui ne sont pas vérifiées sont canons, sont considérées comme officielles. Parce qu'en fait, sinon, il y aurait plein de trucs qu'on ne saurait pas. C'est-à-dire que s'il y a un moment où on décide de mettre en doute la parole de Dumbledore, que Dumbledore dit beaucoup de choses, révèle beaucoup de choses où on n'a pas la preuve. Mais en fait, on est obligé de considérer ça comme officiel, comme canon, parce que sinon, on doute de tout, en fait, ou de plein de choses. Le raisonnement de Hermione semble parfaitement logique. Ça explique effectivement pourquoi Podmore s'est pas présenté, pourquoi il n'a pas rendu la cape et pourquoi il s'est pas présenté le 1er septembre pour accompagner Harry. Et en fait, c'est parce que, il tente d'ouvrir la porte le 31 août, donc la veille de la rentrée en plus. C'est ça. En fait, le soir de la fête et tout ça, là, qu'on a vécu dans le chapitre précédent. Il a été directement arrêté par le ministère. Il a essayé de forcer le département des mystères, il s'est fait prendre, et je crois qu'il va passer 6 mois à Azkaban. 6 mois à Azkaban, ouais. Ah ouais. Et ce qui soutient aussi la piste de l'Imperium, c'est que lors de son procès, il est précisé, il a refusé de se défendre, et il s'est contenté de rester là comme s'il n'était pas lui-même. Ouais. Ah. Mais en même temps, c'était l'Imperium, hein, c'est pour ça. Mais ce qui est fou, c'est que le Major Magot, ça lui dérange pas de juger un homme qui n'a pas un comportement normal, un ancien employé qui peut-être n'avait pas en plus de passif, qui était un très bon employé. C'est un peu le dis, avec les de Voldemort. capacités qu'ils ont, normalement, quand il y a, un jugement, ils devraient pouvoir scanner la personne pour voir si elle n'est pas soumise à quelconque sort avant, en fait, parce que sinon tu peux tricher ou, je sais pas. Apparemment. Apparemment, ouais, c'est expliqué. Ça me paraît très logique, quoi. C'est expliqué que c'est indétectable et c'est pour ça que
à la fin de la Première Guerre, ils ont eu énormément de mal à savoir le vrai, le faux, parce que tous les anciens mange-morts ont... Enfin, en tout cas, pas tous, non. Tu peux faire semblant. Ouais, par exemple, on sait que les Malfoy, c'est ce qu'ils ont dit, tu vois. Qu'ils avaient été soumis à l'Imperium, mais apparemment... Oui, après coup, ouais. Tu peux pas le prouver, apparemment. Mais est-ce que du coup... Parce qu'il y en a, je pense qu'ils ont fait semblant d'avoir le regard vide et tout. Ouais. Il faut savoir le faire quand même. Parce que je pense que ça doit être un état particulier quand t'es plus toi-même, quand t'es qu'une marionnette pour quelqu'un d'autre. Bah, sauf quand le sortilège se brise vraiment, je pense que tu reviens toi-même, en fait. Mais là, il était encore sur l'Impero, ou c'est les effets? En fait, non, les effets, ils ont disparu au bout d'un moment. Je veux dire, oui, ils ont disparu. Mais je pense que quand il s'est fait prendre, oui, effectivement, là, je pense qu'il était encore, il était pas dans son état normal, quoi. Mais ouais. Mais c'est un vrai truc. Par contre, mais tu pointes du doigt un vrai truc de Wikipédia quand il s'agit de collecter les informations, de créer des fiches encyclopédiques. Les wikis sont obligés d'officialiser des guesses, en fait, des guesses, en fait, des suppositions des personnages. Harry Potter. Ouais, parce que oui, parce que sinon on s'en sort pas. Mais c'est vrai que par contre, tu pointes peut-être du doigt un truc où ça devrait être plus sourcé. Par exemple, là, si tu vas dans le wiki, en fait, l'histoire de Podmore va être expliquée noir sur blanc. Il te l'affirme que c'est Malfoy, aussi bien en anglais qu'en français, que c'est Malfoy qui a soumis Podmore à l'Impero. Et en fait, dans le livre, c'est pas du tout. En fait. Et dans c'est pas du tout affirmé. En source, plutôt que de mettre juste chapitre 26, ça pourrait être mis Hermione le suppose dans le chapitre 26. Ouais, c'est ça. Quelque chose comme ça. Mais bon, après, on s'en sort pas sinon, hein, en vrai. Mais voilà. Oui, c'est ça. Ouais. Après, on a un podcast qui analyse les chapitres. Donc, du coup, voilà. Et ouais, on est là pour titiller un petit peu. Et pas le dragon qui dort. Pardon. Avant de laisser monter les jeunes sorciers et sorcières dans le train, Folleuil les gratifie d'un conseil digne de lui. Gardez la tête basse et les yeux ouverts. Il peut parler, lui. Je sais pas trop ce que ça veut dire. L'œil, plutôt. Non, mais pourquoi la tête basse? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est dans le sens, en fait, faites-vous discret mais attentif. Enfin, je pense que c'est une métaphore, mais si tu le prends pied de la lettre, c'est chelou de regarder par c'est bizarre. Vigilance constante. Je fais l'impasse sur les au revoir de tout le monde pour m'attendrir sur celui de Sirius envers Harry. Il lui met ses petites papotes sur les épaules, c'est trop chou. Et Madame Weasley, c'est pour ça que tu elle gâche tout, elle me saule. Elle fait « Oh, du temps comme un vrai chien !» Alors qu'en plus, un vrai chien fait ça. Mais oui, en plus, tu fais des câlins aux chiens. Enfin... Moi, les gros chiens, des fois, ils te font des câlins comme les humains. Là. Ils posent leurs pattes avant sur tes épaules. Elle est trop dure avec Sirius. Oui. Elle met ses pattes là. Et puis à chaque fois, tu danses avec ton chien, du coup, tu fais na. Et finalement, est-ce qu'elle est pas jalouse de Sirius et d'éventuellement que Sirius puisse lui voler, entre guillemets, Harry? Parce que Harry, il vient tous les étés chez elle, les vacances, du coup, elle le materne. Elle a déjà suffisamment de gosses pour ouais, mais elle est possessive, je pense. Ouais. Elle vit à travers son rôle de mère, j'ai l'impression. Et Harry, elle l'a pris sous son aile. Ouais, c'est un peu son rôle dans l'ordre du Phénix, c'est d'être un peu la mère protectrice et tout, quoi. Enfin, en fait... Donc, elle est trop. Elle est juste trop. Et surtout là, avec, je pense, l'épouvantard et tout dans le truc d'avant. Elle est un peu... je pense que ça commence à lui monter à la tête. Mais Sirius, il fait rien de mal, en fait. Mais en fait, de base, elle est surprotectrice, on l'avait déjà dit. Elle est déjà, de base, assez étouffante, mais en plus, avec la situation de guerre, le retour de Voldemort, ça crée d'autant plus d'angoisse chez elle. Et en fait, ce mauvais côté-là, on ressort plus. Et puis, on a déjà vu, effectivement, qu'il y a une rivalité entre elle et Sirius. C'est-à-dire qu'elle, elle considère que Harry comme son fils. Oui. Sirius est le parrain de Harry, il y a une espèce de rivalité bizarre pour l'amour entre les deux. d'Harry, alors que finalement déjà Harry il est libre d'aller chez l'un ou chez l'autre, il peut aimer l'un ou l'autre, ça serait un amour différent, mais il se bat pour la possession d'Harry. Bah ouais, en plus. Mais en plus, je pense que Harry a autant de comment dire, d'amour pour Molly que pour Sirius, en vrai. Mais je pense que ça nous énerve d'autant plus parce que vu qu'à la fin il va mourir. Ah ouais, c'est ça. En fait, ça nous énerve encore plus parce qu'on se dit en fait elle est en train de gâcher un peu les rares moments, derniers moments. Mais je vous jure, quand j'ai parlé de Sirius qui était heureux dehors, qui sortait, qui courait, et j'en parlais, qui court après le train, après que le Poudlard Express démarre. J'ai rien que d'en parler, j'ai une boule à la gorge parce que je me dis la prochaine fois qu'il va voir physiquement Harry, il va mourir en fait. C'est pour ça que j'aime pas trop le 5 en fait.
En Alors, fait, non, je veux il y aura bien Noël. regarder, mais pas la fin. Genre, c'est comme La La Land. Ouais. Je veux bien regarder, mais pas la fin. On oublie que le Ouais. dernier quart d'heure existe et c'est bien fini. C'est pas tout à fait les derniers moments. Il y aura le Noël. À Noël, ils retourneront au Square Grimoire. Ah Donc, ouais, j'avais oublié c'est ça. pas leur dernier moment. Oui. Je dis ça parce que sinon, on va Dans recevoir les derniers moments, 10 commentaires sur Spotify. On vous aime sur Spotify. Continuez à commenter. Hein. Love sur vous. On adore. Maintenant qu'ils sont en direction de Poudlard, Harry propose à ses amis de trouver un compartiment où se poser. Et là, c'est le malaise. Hermione et Ron doivent rejoindre le compartiment des préfets. Et là, Harry, il est en mode « C'est pas comme ça que j'imagine ma vie !» Ouais, il y a un On moment un reprend petit la peu ref. gênant. Ouais, ça, ouais. Et Hermione, elle est trop gênée. Elle essaye de le rassurer en lui disant qu'on leur a demandé de prendre leur instruction auprès des préfets en chef et de surveiller les couloirs de temps en temps. Et lui, Ron, il arrive à faire malgré tout sourire Harry en lui disant qu'il préfère rester avec lui parce qu'après tout, il n'est pas Percy. Oui, il se justifie. Et là, Harry se rend compte en fait qu'il n'a jamais fait un trajet jusqu'à Poudlard sans Ron. Même en deuxième année, lorsqu'ils ont loupé le train, Ron et lui ont fait le trajet à deux en voiture volante. Ouais, c'est vrai. C'est cool. Boule quoi. Moi, c'est ça qui m'a mis une petite boule au ventre. C'est de voir Ron partir, Ron et Hermione, et Harry qui se dit il est perdu parce qu'il fait je sais pas aller à Poudlard sans Ron. Même quand je connaissais personne, il était là en fait. Et ça, c'est le genre de petites émotions qui me prennent vite. C'est bien écrit. Du coup, dans le couloir, il ne reste plus que lui et Ginny, les jumeaux étant partis faire des magouilles avec Lee Jordan. Le trio d'enfer. C'est ça. La recherche d'un compartiment de libre est laborieuse. Entretenir la cage d'Edwige et sa grosse valise, compliqué, ça nous rappelle nos week-ends étudiants quand on rentrait chez nos parents avec nos affaires et tout. C'était la cata. Aïe. Et pour couronner le tout, le comportement de ses camarades lui rappelle la diffamation constante à son encontre dans la Gazette du Sorcier. Et il se demande bien si tous ceux qui se retournent sur son passage croient à tout ça. Ginny et Harry arrivent dans le dernier wagon et tombent sur Neville, désespéré de ne pas trouver de compartiment vide lui aussi. Et c'est bizarre parce que Ginny, elle repère un compartiment, enfin le compartiment suivant en plus, où il n'y a que Luna Lovegood. Et Neville marmonne devant cette proposition, mais Ginny insiste en disant que Luna est très gentille. Avant qu'on fasse la rencontre enfin de Luna Lovegood, j'ai noté un petit truc sur Ginny, c'est-à-dire que je pense vraiment que le 5, c'est le livre où elle se révèle vraiment. Et il y a un petit détail. En fait, Harry, il est là, il voit Ron, il voit ses amis partir, il sait pas trop quoi faire. Et c'est Ginny qui dit bah, allez, viens, Harry, on va trouver un compartiment avant que tous les autres soient pleins. Et c'est en mode c'est la nouvelle Ginny, là. Parce que c'est elle qui prend les devants, c'est elle qui dit bah, reste pas là, Harry. Oui. Et on va voir plus dans tard. Dans ceux d'avant, jamais elle aurait osé jamais. proposer, je pense, de passer du temps avec lui, entre guillemets. Elle prend les devants. Elle aurait été là, genre. C'est la Ginny Girl Power, là, que j'adore. Et elle veille sur les autres, on va voir plus tard avec Neville, d'ailleurs. Enfin, pour moi, c'est vraiment le tome 5, c'est la rencontre avec Luna Lovegood, là, mais c'est aussi la révélation autour de Ginny. On avait déjà un petit peu ça dans le tome 4, et je crois que c'est vraiment dans le 5. On va voir la différence entre la Ginny des films et la Ginny des livres. Bah, oui, malheureusement. Parce que la révélation, elle n'a jamais vraiment lieu dans les films. Quoi. Enfin, un peu, mais... Cœur sur Bonnie Wright, hein, mais c'est vrai que le personnage est différent dans les livres. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution, enfin, pas autant marqué que ce qu'il aurait dû avoir. Donc évidemment, il demande à Luna si elle est OK pour partager son compartiment avec eux. Et Harry voit tout de suite pourquoi Neville était réticent au départ. Alors du coup, je vous fais la description de Luna. Des longs cheveux blonds, sales et emmêlés, des yeux protubérants lui donnant l'air surpris en permanence. Elle porte un collier fait de bouchons de bière au beurre. Sa baguette est collée à son oreille gauche. Et elle lit un magazine à l'envers. Tout ça en dégageant une douce folie, comme est précisé dans le livre. Et j'aime bien en anglais, du coup, je m'étais posé la question, ça a été, c'est potiness. Potiness, et ça veut dire quoi? Potiness, c'est abstrait, loufoque, excentrique. Et potiness, j'aime bien. Potiness, ok. Oh, excuse. Excuse. Potiness. Potiness. Luna est d'accord pour que les 3 Gryffondors la rejoignent dans le compartiment qu'elle occupe, non sans avoir jeté un regard à Harry. Justement, après qu'il se soit installé en face de Luna, il commence à regretter sa place. Elle le fixe. Elle ne semble pas avoir besoin de cligner comme le reste du monde. Et justement, elle fixe Harry avec son air rêveur.
Après avoir répondu à Ginny qu'elle a passé de bonnes vacances en fixant Harry, toujours, elle finit sa phrase en disant « Toi, tu t'appelles Harry Potter ». Ça, Harry, il le sait bien et il lui dit ce qui fait pouffer de rire Neville, qui attire du coup l'attention de Luna et qui lui fait remarquer qu'elle ne le connaît pas. Et là, Neville, il lui donne une réponse qui m'a brisé le cœur. Ouais. Il dit « Moi, je ne suis personne ». C'est violent. Ça s'en dit long sur l'estime de soi. Carrément. C'est là, dans ce chapitre, Neville, je l'adore. Enfin, c'est un personnage que j'adore. Mais dans ce chapitre, à la fois, j'ai envie de l'étrangler et en même temps, il fait mal au cœur. Enfin, L'étrangler parce qu'il juge Ginny, Luna. Ouais, moi aussi, j'ai pas compris. En fait, il voulait pas s'asseoir et il veut pas lui parler. Il est là en mode c'est la barjo. Je suis là genre, toi aussi, t'es un peu le barjo du coin avec ta petite plante dans ton pot là avec les pustules. Enfin, c'est un peu l'hôpital qui se fout la charité, quoi. Donc, il a pas confiance en lui. Il est un peu rejeté par les autres parce qu'il est différent. Il rentre pas dans les cases. Et lui, il fait pareil avec les autres. Donc, c'est ça que j'ai pas compris. Je prends ça pour de la timidité. Juste. Non, parce qu'il m'a en mode, il veut il veut même pas y aller avant d'être avec elle. C'est pas que quand il est face à elle qu'il est mal. En fait, il veut pas y aller parce que c'est loufoka, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'elle est bizarre, mais enfin, pour quelqu'un qui lui-même est bizarre et qui est un peu, pas bien dans sa peau, tout ça, je trouve que ça ne fait aucun sens. Et du coup, quand j'ai relu le truc, je me suis dit, ah ouais, c'est ça, Neville dans les livres. J'avais oublié en fait ce passage. Et si, ça m'a déçu. Ouais. En fait, t'as envie d'abord de lui faire un câlin parce que c'est là quand il dit moi je suis personne, c'est terrible. Quand il dit ça fait mal au cœur. Et puis après, tu l'étrangles. Tu t'alternes un peu. Tu lui câlines et puis après, tu l'assommes avec sa patte pour lui remettre les idées en place. Et là, après, on a Jenny Girl Power. Parce qu'elle est là pour reprendre Neville et du coup faire les présentations. Non, t'es Neville Londubat et elle, c'est Luna Lovegood. Elle présente Luna et elle précise qu'elle est en même année qu'elle, mais qu'elle est à Cerdaigle, donc dans une maison différente. Avant de cacher son visage derrière le chicaneur, Luna répond « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Savez-vous d'où vient cette citation ? Non. Oui. Bah bien sûr, je m'en doutais. Allez, vas-y, le premier de la Après, classe. je sais pas, t'as peut-être d'autres infos. Bah vas-y. C'est la devise de Cerdaigle, c'est inscrit sur le diadème de Rowena. Ok. Ah oui, c'est vrai. Tu crois qu'elle peut l'avoir vu où ? En tout cas, Harry le voit sur la... Non mais Luna. Luna, en fait, dans la salle commune des Cerdaigle... La réponse à oui, mais parce que c'est pour ça que je commençais avec Harry. C'est que, en fait, Harry, dans le tome 7, quand il rentre dans la salle commune de Cerdaigle, parce qu'il cherche justement le diadème perdu, dans la salle commune, il y a la statue de Rowena Cerdaigle et elle porte son fameux diadème. Et Harry remarque l'inscription qu'il y a sur le diadème qui rappelle cette phrase que dit Luna dans le tome 5. Désolé, je suis un Potterhead. Et moi, je suis quoi ? Et que j'ai pas de vie. Toi, t'as une vie. Moi, j'en ai pas. On va dire que... Attends, et dans le chat, ils sont pleins à pas avoir de live comme moi. Donc, on va dire que tu travailles, tu fais le podcast, tu lis Harry Potter, tu lis un peu autre chose, mais tu lis Harry Potter, tu joues à Hogwarts Legacy, tu live Harry Potter. C'est ça le problème, c'est que je suis un peu... Mais tu regardes The Office quand même, il y a quand même... Ah, bien sûr. Ah oui, quand même. Ta vie qui n'est quand pas même. Harry Potter. Mais il y a des références à Harry Potter dans The Office. Il y en a plein. C'est vrai. Ah bah oui, plein, les The Dementors. Et je me suis posé une question d'ailleurs. The worst in prison, it's a Dementor. Je me suis posé une question parce que donc tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit, c'est sur le diadème. On peut partir du principe que c'est la devise de Cerdaigle, mais du coup je crois pas qu'il y ait d'autres devises pour les autres maisons. Ah, je sais pas, en tout cas, on peut pas rattacher une phrase aux autres maisons ou alors quelque chose m'échappe, mais j'ai pas l'impression. On pourrait en proposer. On pourrait y réfléchir. Mais c'est marrant parce que là, ça en dit long aussi, et je vais pas être trop long, mais sur Luna qui sort cette phrase, en plus... C'est... À la suite de cette punchline... non, mais c'est écrit avec un point d'exclamation, donc on imagine que vraiment elle fait « Tout homme s'enrichit quand abonde l'esprit ». Et tout le monde la prend pour une folle. Et en fait, non, c'est juste, elle est en train de citer la devise de sa maison Cerdaigle. Mais pourquoi à ce moment-là, ça n'a pas de sens? Parce que Ginny, elle vient de dire, elle est dans la même année que moi, mais à Cerdaigle. À Cerdaigle. Et en fait, elle dit juste, je suis fière d'être Cerdaigle. Ah ouais, ok. Et en fait, ça t'échappe au début.
Et en fait, le truc, c'est un peu ça aussi. Les gens, attention, les gens où tu penses qu'ils sont fous, et ben en fait, c'est juste que des fois, tu comprends juste pas. Elle est juste cultivée. Ouais, voilà, tu comprends pas pourquoi ils disent ça, mais il y a une explication. Là, voilà. Et justement, nous allons parler dans l'after show. Donc, on va pas trop débattre sur ça. Donc, à la suite de cette punchline, il y a un silence. Et Neville brise ce silence, il reprend la conversation et raconte ce qu'il a reçu pour son anniversaire. Une Mimbulus milblotonia. C'est une sorte de cactus gris dans un pot, ça a l'air un peu ramolli et qui semble palpiter. Et là, maintenant, quand je le lis... Oui, c'est bizarre ta description. C'est pas décrit comme ça dans le texte. Mais si. Non, mais ramolli, non. Ah, c'est pas dit ramolli, c'est moi dans mon esprit. Non, mais c'est toi que... Ah bon, moi, je me souviens que les pustules et tout, ramolli, je me souviens. C'est mon inconscient qui... Mais moi, le truc, c'est la palpitation. C'est... Mais ça respire. C'est bizarre, super bizarre. Ouais. C'est son grand-oncle Algie, ou Algi, je sais pas comment prononcer, qui lui a offert. Et je rappelle que c'est le fameux oncle qui lui a offert, également Trevor, mais qui l'a aussi poussé dans l'eau, poussé par la fenêtre pour déclencher sa magie. Oui, c'est intérêt un peu. Voilà. Tu vois l'oncle Algie à côté de Luna Lovegood, Luna, elle est saine d'esprit. Ouais, non, mais ça n'a pas de sens. Il est précisé que cette plante a été trouvée en Assyrie. Et en fait, par curiosité, j'ai regardé, je me suis informée sur l'Assyrie. Et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de vous faire un résumé sur l'histoire de l'Assyrie parce que c'est très, très, très compliqué. Au départ, c'est un pays du nord de la Mésopotamie. Et ensuite, tout a changé avec les empires, les changements d'État, les changements de frontières et tout. Et apparemment, aujourd'hui, les Assyriens seraient un peuple opprimé. Donc voilà, après, je vous laisse vous informer de votre côté et tout, parce que c'est très, très compliqué. Hein. J'ai regardé vite fait aussi, parce que dès qu'il y a un mot, je comprends pas dans Harry Potter. T'as pas trouvé la même chose ? Si. Alors par contre, c'était pas un pays, mais en fait, le truc qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, on n'utilise plus du tout ce terme d'Assyrie, parce qu'en fait, c'est une ancienne région du nord de la Mésopotamie, mais c'était une région, pas un pays. Et on parle du 2e millénaire avant Jésus-Christ. Donc on peut imaginer que pour X raisons, les sorciers, tu vois... Ouais, mais on parle toujours d'Assyriens aujourd'hui. Hein, parce que j'ai vu un article du Point qui parlait justement des Assyriens. Ok, je pensais que c'était un ancien empire. Qui était opprimé dans différents pays et tout. Après, généralement, c'est dans un pays, c'est peut-être 5% de la population. Ah, ok, d'accord. Ah, oui, mais c'est resté, en fait. Et aujourd'hui, l'équivalent de la Syrie, en tout cas de l'époque, ça s'étale sur l'Irak, la Syrie, le Liban, la Turquie et l'Iran, c'est immense. Voilà. Ouais. Puis il y a même le Liban aussi. Enfin, il y a eu plein de trucs. Donc, on n'est pas historien, on n'est pas géologue. Non, géographe, merci. On n'est pas géologue, hein. Vous l'avez compris, hein. Ah, j'aime pas quand tu fais cette voix. Enfin bref, on retrouve Neville qui a hâte de montrer sa fameuse plante un peu bizarre, un peu phallique à Shurab. Ça, c'est toi qui le dis. C'est vraiment très bizarre. Parce que les pustules et tout. Ouais. Ah oui, ça j'aime. Et c'est une plante extrêmement rare et même il se demande si même la serre de Poudlard en possède. Bon, Harry il est au courant de la passion pour la botanique de Neville, mais il ne voit pas vraiment à quoi ça peut servir et lui demande d'ailleurs à quoi ça sert. Et ça, je me suis dit, pourquoi il faut absolument que ça serve à quelque chose ? Enfin, tes passions, tu vois... Tu te rappelles quand Ron il présente Croutard et à quoi il sert ? C'est quoi son pouvoir ? Il sert à rien. Je sais pas, c'est ok aussi de servir à rien. Par exemple, ma Polly Pocket The Office, ça sert à rien, à part remonter mes souvenirs d'enfance et parfois ça regarder. Sert à être heureux. Bah oui, c'est ça. C'est ça l'utilité. Trop de rêves à The Office. Là, on a atteint le niveau. Placard, il peut les poser là. Bah pareil pour par exemple la Funko Pop Harry Potter, qui fait je sais pas combien la Funko Pop géante. Voilà, en soi, elle est exposée, mais ça sert à nous J'ai envie de rendre demander aux sorciers, mais vous servez à quoi ? Ah oui, ça va, les animaux, les plantes, ils ont pas forcément tous besoin de servir à quelque chose, d'avoir un pouvoir spécial. La rarissime plante possède un système de défense particulier. Neville tâche de mettre Trevor à l'abri sur les genoux d'Harry et prend une plume
Tout ça sous le regard de tout le monde dans le compartiment. Il pique la plante avec sa plume et à ce moment, un liquide vert foncé, épais, et ça c'est pour toi, Laurane, qui sent le fumirance. Donc un peu du coup les écuries. Pour l'instant, c'était dégueu. C'est réconfortant. C'est les écuries, là, pour toi. Quoique fumirance, ça doit être pire, je pense. Ouais. Sort de toutes les pustules et éclabousse tout le compartiment. Le plus touché, c'est Harry, qui a voulu préserver Trevor. C'est trop mignon. Et donc, du coup, il a tout pris en pleine tête. Neville n'est pas épargné non plus et se répand en excuses, mais précise que la substance, qui s'appelle l'empestine, n'est pas un poison. Ouf! Mais il ne s'attendait pas du tout à de tels dégâts. Et au moment où Harry crache de l'empestine par terre, la porte du compartiment s'ouvre. Alors la personne qui a ouvert la porte du compartiment s'excuse de tomber a priori au mauvais moment. Au grand malheur de Harry, il s'agit de Cho Chang, son crush. Cette dernière ne s'attarde pas et elle referme la porte. En même temps, ça doit sentir le purin là-dedans. Harry est dégoûté parce qu'il aurait préféré se retrouver au milieu d'un groupe d'amis super cool plutôt que couvert d'empestine en compagnie de Neville et Luna. C'est méchant, mais c'est des pensées qu'on a eues en tant que cadeau. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est que c'est vrai. C'est méchant. En plus, il écarte Ginny de sa pensée, mais de dire ouais, Neville et Luna, la honte, en plus de l'empestine et tout. Mais je peux comprendre en même temps. Ça me saoule là de le lire. En fait, quand je l'ai relu, je me suis dit, tu me gonfles, Harry, là. Mais en fait, oui, c'est des pensées. En fait, il est jeune. Ouais. Ça vous est déjà arrivé, vous, de vous retrouver dans une situation embarrassante comme ça et votre crush arrive? Bah, pas embarrassant, mais c'est un peu, je trouve, l'équivalent de genre, tu croises ton crush et t'es avec ton père, quoi. Enfin, genre, avec tes parents. papa traverse la rue, genre. Mais moi, quand j'y repense, je me déteste. Mais mes sœurs, c'était pareil. Mes parents ont eu des voitures étranges. Par exemple, ils ont une période 4L. Je sais pas si vous voyez la 4L avec le levier de vitesse comme ça. Là, Mais c'est stylé, une 4L. C'est stylé. Et aujourd'hui, je trouve ça ultra stylé. Mais à l'époque, ouais, sur le moment, et là, non, quoi. J'avais trop la honte que mon père... En plus, mon père, des fois, il venait me chercher en 4L alors que, par exemple, il faisait du jardinage. Donc, il venait avec sa blouse, les bottes, et avec une dégaine, je vous raconte pas. Horrible. Tu connais mon père, des fois, il s'en fout de comment il est habillé. Oui. Et t'es là, tu sors du collège et tu veux pas que les autres te regardent. Faut qu'il te dépose. Moi, je disais, tu peux me déposer genre plus loin. Mais oui, on l'a tous fait. C'est horrible, mais je Moi pense aussi. que tout le monde l'a fait, rassure. Moi aussi, je l'ai fait. Mais je Moi disais, aussi. vas-y, tu me déposes au bout de la rue, puis je marche, quoi. Parce que, alors que, genre, ils avaient rien de spécial, Oui. en plus, mes parents. En fait, moi, c'était le truc, quand j'étais au lycée, mes parents, je sais pas pourquoi, ils ont acheté un berlingot. Et je trouve ça horrible, le berlingot. Oui, c'est moins stylé que la 4L. Horrible. Enfin, il n'y a aucun style et tout. Et ouais, je leur disais, mais non, mais te gare pas devant et tout. Et mes parents, mais ils sont pas tel et steak. Ils se garaient devant tout le monde. Et ils me disaient, t'as pas à avoir honte de nous et tout. Pourquoi t'as honte de nous Mais franchement, aujourd'hui... Je pense qu'on est tous passés par... Mais oui. Passés par là, c'est l'âge ingrat, c'est horrible. Mais aujourd'hui, force à nos parents parce que moi, si je suis parent, je pense que je dirais non. Non, tu sais que c'est pas contre toi, mais... Je vais pas aller me garer dans l'autre rue, je suis ton père, t'assumes. Ouais, mais du coup, tu serais le père, tu sais que genre, c'est encore pire quand ton moi, père je dirais oui. T'es là, genre... Moi, je dirais oui. ouais, parce qu'en fait, t'es passé par là et en fait, c'est pas contre toi. Ouais, c'est ça. Un stade où tu veux faire genre, je suis grande, mon père, oui, c'est ça. Non, mais j'ai pas besoin de mes parents. Et c'est la teon. Mais... moi, mes parents, ils disaient OK, et en fait, merci pour ça, genre de rentrer dans ma crise et de me déposer 10 mètres plus loin. Enfin, en fait, c'est débile, hein, mais... Mais après, on l'entend là souvent, les plus jeunes dire on faisait les magasins la dernière fois et c'est non mais arrête, c'est trop gênant. La gênance. Gênance, c'est la... Maintenant, nous, c'était ça, honte, maintenant c'est la gênance. Ouais. Arrête de faire ça, t'es trop gênant en fait. Ouais. Et en fait, tout est gênant. Tout est gênant, tout est gênant. Ouais. Non, il respire, c'est gênant en fait. Ouais, c'est ça. Allez, on est des vieux cons, les boomers. Oui. Ah ouais. Allez, dans le chat, vous êtes gênants. Mais en tout cas, ouais, c'est ces petits moments où effectivement elle... Mais c'est pareil, quoi. Ouais, où l'autrice, elle croque bien ce qu'est l'adolescence aussi
c'est pas toujours réussi dans Harry Potter, mais là, c'est ces petites pensées en mode j'aurais préféré me retrouver au milieu d'amis super cool qui rigolent à une blague que je viens de faire. C'est typiquement le genre de scénario qu'on peut se faire dans notre tête quand on se dit, ouais, quand elle va me voir ou quand il va me voir. Elle va me trouver trop stylé. Trop stylé. Non. Parce que moi, en fait, je sais, Jérémy, toi non plus. Lorraine, je sais pas, mais moi, j'ai jamais fait partie des populaires, en fait. On était un peu les outsiders avec mes potes, hein, donc... Ouais, moi j'étais middle, quoi. Enfin, en fait, j'étais rien. Je pense, tu sais, le groupe des ni populaires ni à l'écart. J'étais le groupe des rien, quoi. Après, honnêtement, les amis, c'est statistique. Parmi les Potterheads, je pense, il y en avait qui étaient populaires, mais on va pas se mentir, statistiquement, je pense qu'on était plus les outsiders. Ouais, mais généralement, expérience personnelle, donc j'en fais pas une généralité. Ceux qui ont été populaires dans mon collège, aujourd'hui, je préfère ma vie. Je préfère ne pas avoir été populaire et ma vie que... voilà. Faut pas percer trop vite. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, la descente, elle est encore plus dure. Mais par contre, c'est vrai que je suis en train de penser à ceux qui étaient vraiment très populaires dans mon collège-lycée. Je pense qu'aucun ne lisait Harry Potter. Enfin... Ne lisait tout court. Je pense pas. Pardon. Peut-être qu'aucun ne lisait tout court. Mon collège, je l'ai assez mal vécu comme la plupart des gens. Mon collège était assez pourri de façon générale. Ouais, moi aussi. Par contre, je regrette absolument pas d'avoir été un gros geek, d'avoir eu ma bande de copains. Alors, on n'était que des garçons, mais moi, j'étais fan d'Harry Potter. J'avais un autre pote fan du Seigneur des Anneaux. L'autre, il était à fond dans Star Wars et Jurassic Park. Toutes nos discussions tournaient autour de ça. Et les filles, on connaissait pas trop, mais je regrette absolument pas. Et ça a égayé le collège qui était pourtant pas. Moi, c'était un collège nul de campagne aussi. Ouais. Et moi, une des filles les plus populaires. Alors, il y avait celle qui était en 3e était populaire parce que c'est vrai qu'elle était jolie. Mais il y a une dans ma génération. Une des filles les populaires, elle était populaire parce qu'elle avait des gros boobs. Ah, bah ça, c'est. Malheureusement. Ouais, mais ça, c'était l'âge. Hein, et puis ça peut créer des complexes assez. Donc du coup, elle avait tout un harem de copines et tout. Notre génération, enfin maintenant c'est plus accepté, on va dire. Mais à notre époque, genre oui, si t'avais pas de seins, c'était. Mais elle avait. J'étais en primaire avec elle. J'arrête de digresser ensuite. Elle avait des gros boobs depuis le CM1. Un truc de fou. Ça tombe, elle trouvait ça chiant, quoi. Bah oui, elle a eu des problèmes de dos et tout, et j'ai su plus tard qu'elle avait dû se faire enlever des seins, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, c'est mais pas imaginez les gars positif, au collège avec toutes leurs hormones, ouais. Genre boobs. Puis c'est l'âge aussi où il peut y avoir ça pour les filles, les premières règles et compagnie. Et puis globalement, c'est un âge où on est hyper insécure, et puis le moindre les boutons d'acné, les trucs comme ça, ça peut créer des traumatismes, tu vois, physiquement et tout. Ouais, c'est pas facile. Hein, les années collège, je crois que. Force à vous, les collégiens qui nous regardent. Force à vous. Force et honneur. On est tous passés par là. Ça va s'améliorer après. Faites pas des trucs parce que les autres vous disent de faire des trucs. Faites ce que vous avez envie de faire. Ouais. Et ça, je pense que et les populaires, bonne chance pour la suite. Oui, on s'en fout. Et si vous le vivez pas bien, sachez que ça a été notre cas, par exemple, et que ça sera beaucoup mieux après. Voilà. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais on se sent tellement libéré quand on se libère du regard des autres. Ouais. Ça fait tellement du bien de faire. Ça commence au lycée et après vous verrez. Ouais. Moi, le regard des autres, 26-30 ans, hein. Mis sur le tas. Ouais. Moi, je suis même pas sûre que ce soit complètement complètement libéré de ça, quoi. Enfin, je pense que c'est le travail de toute une vie limite d'être complètement ok avec toi, peu importe ce que les autres te disent. Bref. Ça n'a plus du tout de rapport. On retourne dans le compartiment. Alors, Ginny utilise un sortilège de récurvite pour tout nettoyer, de se débarrasser de l'empestine, là. 1 heure passe avant que Ron et Hermione fassent enfin leur retour. Ça m'a un peu choqué lire à ce moment-là que Ron, il s'installe, il prend une choco-grenouille des mains de Harry, tu vois, genre sans demander. C'est un peu écrit comme ça. Ouais, mais je pense que c'est l'amitié. Oui, c'est genre. Tu sais, où t'as plus de limites et tout. Ouais, puis il sait que son pote, il est riche à crever, donc en fait, il se dit, ça va te faire quoi, le choco-grenouille. Dès la première
Dès la première année, Harry, il a deux flancs Il a vu qu'il a acheté dans le le Pool chariot. Express. Donc, ouais, c'est Surtout, on devenu a une tous habitude. eu un ou une pote où vraiment il y avait plus de malaise, limite à Oui. prendre quelque chose dans son assiette ou autre, ou lui piquer oui. des trucs. Par contre, à chaque Bah, fois, c'est la pote ou c'est limite ta sœur ou ton frère, quoi. Enfin, t'es chez eux, c'est chez toi, quoi. Enfin, C'est ça. t'es un peu trop à l'aise, quoi. par contre, à chaque rentrée de Poudlard, je me fais toujours la même réflexion. Mais là, ils ont rien mangé le matin, ils étaient pressés, ils ont rien dans le bide. Et ce qu'on leur propose au déjeuner, c'est que des confiseries, des trucs sucrés, du chocolat. Pas très sain pour le coup. On parlait du métabolisme des sorciers. J'espère qu'ils ont, voilà, que c'est amélioré par rapport à nous, pauvres moldus. T'es jaloux. Ouais. Hermione explique d'un air mécontent qu'il y a 2 préfets de 5e année pour chaque maison, un garçon et une fille, et ceux de Serpentard, c'est Drago et Pansy Parkinson. Et Hermione précise que pourtant Pansy elle est plus bête qu'un troll endormi. Ernie Macmillan et Anna Abbott sont les préfets de Poufsouffle et Anthony Goldstein et Padma Patil ceux de Serre d'Aigle. On avait un petit peu parlé des préfets, là je vous propose juste une petite pause vite fait sur les noms. D'ailleurs, j'avais noté que quand Ron et Hermione ils partent un peu plus tôt là pour rejoindre le compartiment où il y a les préfets, ils parlent du préfet et de la préfète en chef, ce qui vient confirmer ce qu'on disait dans le chapitre précédent, qu'il n'y en a que 2 des préfets en chef pour toute l'école. Je pense que c'est une preuve là de ce que disent Ron et Hermione. Et je voulais m'arrêter juste vite fait sur Anna Abbott, donc la préfète de Poufsouffle. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle devient, cette chère Anna Abbott, après l'histoire ? Elle se marie pas à quelqu'un, non, de Oui, nos... Bah, pas avec Neville. exactement. Ah oui, voilà. Et c'est lié un peu à Luna, et on pourra peut-être en parler dans l'after show, mais on a appris dans Pottermore que Anna Abbott s'est mariée à Neville, et tous deux habitent au Chaudron Baveur, et Anna est d'ailleurs la tenancière du Chaudron Baveur. Donc non, Neville ne finit pas avec Luna, comme c'est pourtant Ouais. suggéré Et là, dans c'est le plutôt film. cool. On en parlera dans l'after show, moi je vous propose. Voilà. Je sais pas si ça aurait été plus logique, Neville, Luna, enfin bref. Et les préfets de Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle, petite question pour vous, ils ont tous un point en commun. Lequel ? Ils sont de la même année. Les- Ah bah non, bah forcément, je suis Les con. préfets de Gryffondor, Poufsouffle et Serre d'Aigle ont tous et toutes un point en commun. Lequel ? Oui, ils font partie de la même année. Merci Marina, mais ce n'est pas la réponse. Ils sont tous... Ah bah non, ça marche pas. J'allais dire, ils sont tous allés au bal, mais non, ça va pas. Non. Alors, je vire Serpentard, ça peut vous mettre sur la piste. Pourquoi c'est pas un point en commun qu'ils vont avoir avec Serpentard ? Ah, parce que... Ah non. Ils font partie de l'ordre du Phénix. Ouais, ils ont des parents qui... L'armée de Dumbledore ? L'armée Ah. de Dumbledore. Ah oui, l'armée de Dumbledore, en plus, c'est ça que je voulais dire. Voilà, tous les préfets, sauf Drago et Pansy, vont faire partie de l'armée de Dumbledore. Ils ont trouvé dans le chat aussi. Bravo à vous. Alors, Luna fixe Ron et dit qu'il est allé au bal de Noël avec Padma Patil. Elle continue dans ses affirmations comme ça. D'ailleurs, elle ne s'est pas amusée, Padma, parce qu'elle voulait danser. Mais elle, Luna, ça ne l'aurait pas dérangée parce que danser, c'est pas son truc. Puis elle retourne à son chicaneur sans dire autre chose. Ron est interloqué et Ginny, elle tente de cacher son fou rire. Alors, c'est étonnant que Luna dise ça parce qu'on va la voir danser pourtant au mariage de Bill et Fleur. Mais là, apparemment, elle dit qu'elle aime pas danser. Moi, ça me fait rire parce que dans ma partie, je l'ai pas précisé, mais Ginny, quand elle regarde les autres réagir à Luna, elle est morte de rire, en fait. Oui, Ça oui. la fait trop rire. Oui, en fait, Ginny, elle l'adore, Luna, elle l'aime bien, mais c'est pas pour autant qu'elle s'empêche de se moquer d'elle. Non, mais en fait, je pense qu'elle rigole pas d'elle. Ah, de la réaction des autres. tu veux Ouais, dire c'est de la réaction des autres, Ouais. en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense que c'est plus ça, effectivement. Reprenant ses esprits, Ron explique qu'ils sont censés faire des rondes en tant que préfet et qu'il a hâte de coincer Crabbe et Goyle, par exemple. Hermione lui rétorque qu'il ne doit pas profiter de sa position, mais pour Ron, Drago ne va pas gêner, donc autant être le premier à attaquer. Il s'imagine faire des lignes à Goyle et il limite en faisant genre je ne dois pas ressembler à un derrière de babouin. Je suis pas très fier d'avoir fait ça, mais je l'ai fait. Et tout le monde éclate de rire, mais avec Luna, c'est encore un autre level. Elle pousse un hurlement de joie qui fait peur à Edwige et Patenron, et elle s'exclame que ça, c'est vraiment drôle. Et Ron, lui, ne sait pas si elle se moque de lui ou non. Ça fait tellement du bien, cette petite folie là de Luna qui prend un peu tout le monde de court. C'est vrai que c'est les réactions des autres qui font rire. Dans son fou rire, Luna a fait glisser le chicaneur au sol. L'œil de Harry est attiré par la couverture.
C'est une caricature de Fudge qui tient un sac d'or, son autre main serrant la gorge d'un gobelin. Et la légende dit « Jusqu'où ira Fudge pour s'emparer de Gringotts ?» La curiosité de Harry est piquée au vif quand il voit le titre d'un autre article « Sirius Black, tueur ou victime ?» Après avoir demandé à Luna son autorisation, Harry parcourt le journal. L'article en question devait être celui qui avait mentionné Kingsley à Arthur au ministère, si vous vous souvenez bien. Là aussi, une caricature pour l'article de Sirius, assez mauvaise, de Sirius sur un tas d'os, illustre l'article qui a pour accroche « Sirius Black est-il aussi noir qu'on le dépeint ? Un redoutable tueur en série ou un innocent chanteur de variété ?» C'est le gars-là. Alors, Harry doit s'y reprendre à plusieurs fois pour être sûr de bien avoir lu, mais oui, c'est bien la vraie accroche. Il est pépite, donc je vous propose de lire le petit article directement. Parce que là, je peux pas paraphraser ça, il faut vraiment le lire. Ma grand-mère, elle lit... C'est tellement lunaire. Ouais. Oui. Elle lit Gala ou Voici, où il y a des titres accrocheurs. Et en fait, Les trucs genre... Il y en a un, c'est Dimanche quelque chose. Oui. Et Oui. c'est exactement ça. C'est genre, ils se montent le bourrichon. Genre, s'il y a quelqu'un qui pleure parce qu'elle a une poussière dans l'œil, ils vont dire le drame qui a touché, je sais pas, Patricia Cass. Je vous lis le fameux article du chicaneur sur Sirius Black. Il y a maintenant 14 ans que Sirius Black est considéré comme l'auteur du meurtre collectif de 12 moldus innocents et d'un sorcier. Sa fuite audacieuse du pénitencier d'Azkaban, il y a 2 ans, a déclenché la plus grande chasse à l'homme jamais entreprise par le ministère de la Magie. De la vie générale, il est urgent de le retrouver pour le rendre au détraqueur et lui infliger le châtiment qu'il mérite. Mais le mérite-t-il vraiment ? Un fait nouveau et troublant permet en effet de penser que Sirius Black ne serait peut-être pas coupable du crime pour lequel on l'a envoyé à Azkaban. En réalité, nous dit Doris Perkis, au 18 Acacia Way, Little Norton, si vous voulez la retrouver, c'est possible, il se pourrait bien que Black n'ait jamais été présent sur le lieu de la tuerie. Les gens n'ont pas compris. Non, je vais pas faire ça. Les gens n'ont pas compris que Sirius Black est un faux nom, affirme Mrs. Perkis. L'homme que l'on croit être Sirius Black n'est autre que Stubby. Fais un petit accent anglais. Je ne crois pas que... L'homme que l'on croit être Sirius Black n'est autre que Stubby Birdman, le chanteur du groupe Croc Me Ten. Non, ça marche pas là pour le coup. Qui a quitté la vie publique après avoir reçu un... Non, ça m'énerve. Après avoir reçu la vie publique... Après avoir quitté la vie publique, après avoir reçu un AV en pleine figure lors d'un concert donné à Little Norton il y a près de 15 ans. Je l'ai reconnu au premier coup d'œil en voyant sa photo dans le journal. Il est impossible que Stubby ait commis ce crime pour la bonne raison que, ce jour-là, il dînait aux chandelles en ma compagnie. J'ai écrit au ministre de la Magie et je pense qu'il accordera incessamment une grâce pleine et entière à Stubby, alias Sirius. Ah là là, le chicaneur. Voilà. Je trouve que tes imitations, c'est pas si mal parce que, enfin, moi, là, pour me mettre dans le chapitre, j'ai relu le bouquin, mais j'ai aussi écouté le livre audio sur Spotify. Et en fait, des fois, quand tu fais les voix, ça va pas du tout. Ah là, je sais pas. Donc, je trouve, franchement, c'est pas si mal, hein. Eh oui, Giraudot. Ouais. Bernard Giraudot. Je sais, ouais, Il y a certaines fois, c'est bien, mais il y en a d'autres. Je me souviens un peu comment comment il fait Ron, ça va pas du tout. Ah bah il fait ça, hein. C'est. Eh oui. À aucun moment, c'est noté que Ron zozote en plus. Oui, non. Après, c'est son interprétation. Il insiste à mort, il parle comme un débile Ron dans le truc, et je suis genre... Harry enchaîne avec l'article sur Fudge pour être sûr que celui sur Sirius n'est pas une blague, mais ce dernier est du même acabit avec un membre du ministère, je cite, qui décrit le Premier ministre comme un éventreur de gobelins. Perso, moi, j'aimerais bien lire le chicaneur, genre juste parcourir toute une édition du chicaneur parce que ça doit être rempli d'articles bidons qui donnent du crédit à des témoins complètement dingos, encore plus que Luna. Enfin, j'aimerais bien, en vrai, juste en avoir un, quoi. En fait, le chicaneur, c'est les titres du Gorafi, mais détaillés. Ouais, c'est un peu ça, c'est le Gorafi, mais en mode, les gens lisent ça premier degré. Je vous propose juste un petit point traduction sur le chicaneur, parce que le chicaneur, c'est traduit. Est-ce que vous connaissez le mot en anglais pour chicaneur ? Oui. The Riddler. Non. Hein ? T'es pas loin. T'es pas loin. C'est pas, la première lettre n'est pas la bonne. C'est pas un W, c'est un Q. Quibbler ? C'est The Quibbler. Ah ouais. Bon ? Vous l'avez sûrement, même si vous lisez pas en anglais ou vous avez pas regardé les films en VO, mais
Vous le voyez par exemple sur le journal de Luna qu'elle tient, c'est écrit en gros. Et la traduction est intéressante. Je pense qu'il n'a pas pu vraiment traduire littéralement. Quibbler to quibble, en anglais, ça veut dire éviter, esquiver ou être vague. Donc ça, ça résume bien être vague, c'est la ligne éditoriale, on va dire, du chicaneur. Il l'a traduit par chicaneur. Moi, je pense que c'est plus sur la chicane. La chicane, ouais. Là, on perd un peu le sens original, mais le nom est quand même assez stylé. En parcourant le reste des articles, Harry remarque que l'ensemble du journal est complètement bidon. Il y est question d'un club de Quidditch qui commettrait des actes de barbarie, un sorcier qui dit avoir volé jusqu'à la lune avec un Brosdur 6 et une enquête sur les runes qui, une fois lue à l'envers comme le faisait Luna, permettrait de déchiffrer un sortilège pour transformer les oreilles de ses ennemis en kumquat. Je crois que ça se dit kumquat. Kumquat, ouais. C'est les petites oranges. Ouais. C'est un fruit exotique qui provient d'Asie. Voilà. C'est ce que tu as sur les glaces au restaurant. Je crois pas en avoir déjà généralement mangé. sur les gâteaux aussi. Au resto, c'est toujours le petit truc qui te mettent en déco, là, le petit truc orange. Ah, ok. C'est vraiment le petit truc orange. Ouais, pour moi, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Kumquat. Si c'est ça, j'aime bien. Ouais. Dites-nous le chat. C'est très intéressant. C'est un peu comme c'est un peu comme la région de la Syrie. Là, j'ai fait une petite recherche Google quand même pour voir c'était quoi le kumquat et comment ça se prononce surtout parce que c'est pas évident. Je crois que c'est kumquat. Hein. Oui, la plupart des gens le disent comme ça. Là, dans notre doc, je l'ai mis, c'est la prononciation kumquat. Voilà. Oui, c'est ça, c'est vraiment des petites oranges. Alors Ron demande si le journal est intéressant et Hermione répond à la place de Harry. Évidemment que non. Tout le monde sait que le chicaneur, c'est une vraie poubelle. Je la cite, c'est ce qu'a dit. Et là, l'attitude de Luna change alors complètement. Elle reprend le journal en disant à Hermione que son père est le directeur du chicaneur. C'est la deuxième bourde de Hermione après le badge de préfet. Ouais. Là, si vous vous souvenez, au chapitre précédent, elle pense que Harry est préfet. Et elle dit, j'en étais sûre. Ouais. Hermione, c'est un peu l'experte du malaise. Ah, ça doit être. Alors que pourtant, des fois, ça a été un peu contre elle, quoi, au tout début, dans le 1, quand on parle sur elle et qu'elle entend et tout. Enfin, c'est pareil, elle a un peu subi le malaise et là, en fait, c'est elle qui génère le malaise. Hermione, elle est trop gênante. Oh, le malaise. Le malaise. Ils vont nous détester. On vous adore, les 2000. On vous adore. On est arrête, c'est pas les 2000, hein. Les 2000, ils ont 25 ans. C'est avant. C'est genre les 2010. Je reste dans mon déni. Mais oui, les 2010, ils ont 15 ans. Les 2000 qui est au collège. Tu sais que les 2000, maintenant, ils peuvent être parents et tout. Large. Ils travaillent, ils ont une carrière où ils sont en fin d'études, ils ont des bébés. C'est bon. On passe à la suite. La porte du compartiment s'ouvre à nouveau et cette fois, c'est Drago, Crabbe et Goyle qui font leur entrée. Malfoy vient présenter son badge de préfet à Harry en précisant bien que, contrairement à lui, il a maintenant le pouvoir de punir les autres élèves. Et Harry sort alors une petite punchline, comme on les aime. Il dit « C'est bien, mais contrairement à moi, tu es crétin, alors dégage. » C'est ce qu'il dit, quoi. Et tout le monde se marre, sauf les Serpentards, bien sûr. Et Luna, toujours vexée derrière son journal. Drago essaie d'attaquer Harry là où ça fait mal, en lui demandant ce que ça fait de passer deuxième derrière Ron pour une fois. Et qu'il a plutôt intérêt à bien se tenir parce qu'il va le suivre comme un chien cette année, en insistant bien sur ce dernier mot. Là-dessus, les 3 Serpentards quittent le compartiment avant qu'Hermione claque la porte derrière eux. Harry et Hermione s'échangent un regard. Tous deux ont compris que l'allusion au chien n'est pas un hasard. Ron, lui, il n'a pas l'air d'avoir noté, et de toute façon, c'est pas le moment d'aborder le sujet devant les autres. Harry, quand même, angoisse à l'idée que la planque de Sirius au quartier général soit compromise. Alors, je vous lis ensuite ma phrase préférée du chapitre, qui décrit bien, je trouve, les trucs bizarres que peut faire Luna. Lorsque le soir tomba et que les lumières s'allumèrent dans les wagons, Luna roula le chicaneur, le rangea soigneusement dans son sac et se mit à observer les autres à tour de rôle. J'imagine bien la méditation pleine conscience. Vraiment, elle te fixe. Ça me fait rire. Après, je pense que j'ai un petit côté Luna sur ça, parce que ça m'arrive de fixer les gens sans m'en rendre compte, mais en même temps m'en rendant compte. Ouais. Parfois, je
j'ai conscience, en fait, que je regarde l'environnement avec un air hyper intéressé, mais sans jugement ou autre. Et en fait, je me rends compte que ça se fait pas parce que les gens me voient regarder, en fait, et En train de les observer. fixer, ouais. Ouais. Et de se dire, qu'est-ce que j'ai sur la tête? Le pire, c'est dans le métro. Quand tu fixes sans faire exprès quelqu'un, et là, tu croises ses yeux, excuse me. Surtout si c'est le faux du bus. Là, j'ai un petit côté, Ah bah oui. j'ai un petit côté Luna en mode j'aime bien être en terrasse et juste pas forcément discuter, mais observer. Mais ça, c'est très Les français, gens. ça. Ah, mais Ça, j'aime bah, bien. français, je sais pas, mais moi, je sais que mon mec, il fait ça et c'est horrible. Genre, il écoute les conversations et tout. Et après, quand on est parti, il me dit, t'as vu ceux à côté? Genre, il avait 3 enfants. Et leur deuxième, il faisait ça. Mais moi aussi. Et moi, je suis là, genre, bah non, je sais pas, parce que moi, j'étais concentrée sur ce que je mangeais. J'avoue qu'avec Marina, des fois, on fait Mais moi pareil. aussi, au Ça- restaurant et tout. Ça arrête de parler. Jérémy va blablabla, puis moi d'un coup il y a le couple soit ils se disputent ou ils parlent d'un truc un peu croustillant et tout et là je suis là et j'aurais même dit t'es en train d'écouter le couple? Oh ouais et après Ah ouais, je fais, bah, tu moi, te rends il fait compte ce qu'il pareil. lui a dit? Non mais tu te rends compte machin. La dernière fois on était dans un restaurant et je pense que c'était un date et c'était hyper gênant. Oh, on sentait que la fille elle voulait s'échapper du date et le Ah, mec en fait merde. il y connaissait rien aux filles et en fait il dégageait des généralités sur les femmes. Oh mon Dieu, j'étais là je fais mais c'est qui Mais ce moi, mec? c'est- Pourquoi il dit ça? Après, moi, c'est pas trop genre vraiment m'intéresser à une discussion que t'entends, mais c'est plus tu sais, voir les gens passer dans la rue. J'ai même des fois un petit plaisir coupable où tu t'imagines la vie des gens qui traversent Oui. et ça peut être un petit jeu, tu vois. À Où fond. t'entends qu'un bout de discussion et Ouais, ça ouais. n'a aucun sens. Oui, ça j'adore aussi. Ouais, où tu fais des suppositions sur les métiers, les prénoms et tout. Enfin, ouais, c'est nimp. On a tous un petit côté Luna Lovegood, en fait. C'est ça la morale. Tous enfilent bientôt leur robe de sorcier alors que le train s'approche de Poudlard. Une fois arrivés, Ron et Hermione prennent les devants pour se charger de l'organisation en tant que préfet et Harry sort sur le quai en compagnie de Neville, Luna et Ginny. Quelque chose manque dans l'ambiance générale. Hagrid n'est pas là pour appeler les premières années. À la place, c'est sa remplaçante de cours, le professeur Goplanche, qui appelle les nouveaux. Revoir Hagrid était une des choses qu'il attendait le plus dans son retour à Poudlard, et Harry espère que rien de grave ne lui est arrivé. Parvenu devant les diligences, Harry est choqué par un autre changement. Alors qu'elles avançaient par elles-mêmes jusqu'à présent, cette fois des chevaux ailés à l'air reptilien et cadavérique sont attelés à chaque embarcation. Ron et Hermione font bientôt leur retour, Hermione se plaignant du comportement de Drago avec les premières années, malgré son statut de préfet maintenant. Ginny parvient à s'extraire de la foule et à les rejoindre, Patron dans les bras, et puis bientôt Luna aussi qui porte la cage de Coquecigru. Coquecigru. Harry en profite pour demander à Ron c'est quoi ces créatures qui tirent maintenant les diligences, mais Ron ne voit pas de quoi Harry veut parler. Pourtant, tous les deux se trouvent juste à côté d'un des chevaux. Harry réalise quelque chose. Ron a l'air sincère. Il ne voit pas les créatures. Je vois dans tes notes, je me suis dit ouh là là le débat pour le chapitre non, on va prochain. pas faire le débat. Et là, je vois que tu as prévu le débat qui peut durer des heures. Non, parce qu'on l'a déjà Moi, abordé. j'ai une question sur ça. Hein. Enfin, je sais pas si vous en avez Vas-y, déjà vas-y, parlé, mais vas-y, pour moi, Laura. bah, en gros, le fait que Hermione et Ron, ils sont en mode, qu'est-ce que tu racontes? Y a rien qui tire le chariot, enfin la calèche. Bah, La en fait, chariote. je me dis, la chariote. Dame Cunégonde. Bref. Et bah, en fait, pour moi, ça n'a pas de sens que je me dis, Hermione, elle a poncé tous les livres possibles, imaginables de la Terre. Elle s'est documentée à mort sur Poudlard. Elle sait tout par cœur. Elle sait tout pourquoi, comment. Et genre là, elle sait pas que c'est des sombrales qui tirent la chariote, enfin la calèche. Ça veut dire quand même que l'histoire de Poudlard est pas un ouvrage complet quand même. Et Mais elle a pas lu le... en fait. Et Ron, pareil, il vient d'une famille de sorciers où je pense que normalement t'es un peu en mode tu sais un peu tout. Ouais. Et il y en a aucun qui a jamais vu personne mourir ou quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Enfin, en fait, c'est pas possible. Puis elle a pas lu les tomes de Dragono. Enfin, il en parle pas dans ses Animaux Fantastiques. Si, Je parce sais que pas, mais je sais qu'elle a un peu tout lu, quoi. Donc, si, parce que dans le cours, parce que Hagrid donnera un cours plus tard dans l'histoire, dans le tome 5, sur les sombrales, et en fait, Hermione sait déjà de quoi il s'agit, elle connaît déjà tout. Mais c'est juste que là, elle percute pas, effectivement, que c'est des sombrales qui tirent les diligences, quoi.
Après, c'est le monde de la... Je nuance. nuancerais juste en disant c'est le monde de la magie, je veux dire des diligences qui roulent toutes seules. Est-ce que Oui, c'est ça, le truc le c'est plus possible. surprenant? Bon, voilà. Non, ça c'est possible, mais qu'elle sache pas que en fait c'est pas tout seul, c'est des sombrales. Ça, je trouve ça Et bizarre. que ça se sache Et pas. même- Avec Ouais, tout c'est le nombre ça. d'élèves qui est Bah brassé oui, à il y a Poudlard forcément et quelqu'un tout. qui connaît Qui quelqu'un connaît, qui a qui a vu quelqu'un dit- mourir Ouais. et qui dit ah mais en fait tu sais que blablabla. Enfin, Et pour moi, il y a une autre incohérence, c'est que... Et l'autre, ouais. C'est que... Et si tu passes dedans, Oui, voilà, exactement. comme Ouais, contre du vide. c'est ça, Ouais, c'est que il y a tu forcément des traverses. gens qui se sont pris les sombrales sans les voir. Bah oui. Et c'est un peu bizarre que ça soit resté un mystère. Oui, ça, pour moi, ça tient pas la... Et d'ailleurs, ça fait pas mourir hyper. Rire Luna Lovegood un peu. Qui n'avait aucun sens. Non, mais je repense à l'after show dernier où justement il y a un truc avec les sombrales et tout. Ah, je me souviens plus. La poursuite avec les sombrales. Ah oui, oui. Il faut écouter l'after show, il faut être Et oui, là, j'ai eu un rire à la Luna Lovegood où ça n'avait aucun sens. Et bon, évidemment, l'autre incohérence, mais on va pas trop s'arrêter dessus parce qu'on l'a abordé déjà plusieurs fois, notamment dans les volières. Effectivement, Harry il voit pour la première fois un sombral ici. Il aurait dû peut-être les voir pour la première fois à la fin du 4, parce qu'à la fin du 4, on fait mention des diligences qui sont tirées par rien pour prendre le Polar Express et repartir à Londres à la fin de l'année, alors qu'il a déjà vu Cédric mourir. L'autre, il s'est justifié en disant qu'il n'avait pas encore fait son deuil, il a fallu que l'été passe. Il n'a pas processé le truc, quoi. On peut se demander si, je pense que c'est plus que narrativement, c'est plus intéressant qu'il y ait un mystère au début du tome 5 plutôt qu'on ouvre un mystère à la fin du 4 sans le résoudre. Je pense que c'est surtout ça. Oui, puis en plus, ça fait le lien avec Luna qui les voit, enfin, ça fait un sujet de discussion, exactement. on va dire. Donc, d'ailleurs, en parlant de Luna, j'ai cité la meilleure phrase du chapitre. Là, il y a la meilleure réplique du chapitre et peut-être une des répliques les plus cultes de la saga. C'est Luna qui rassure Harry parce qu'il est le seul à avoir les sombrales et elle lui dit « Ne t'inquiète pas, tu es aussi sain d'esprit que moi. » Et ils l'ont gardé dans les films. Du coup, merci d'avoir gardé ça dans le film parce que voilà, il fallait. Ouais. Harry suit Luna et monte avec les autres dans la diligence. Une chose est sûre, savoir que seuls Luna et lui semblent voir ces mystérieuses créatures ne le rassure pas le moins du monde. Et c'est une fin de chapitre. Merci Laurane et merci Jérémy. Quel merveilleux chapitre, les amis. Ouais. Que de digressions. J'adore, vraiment, je crois que il est dans le top 10, ça c'est sûr, des meilleurs chapitres de Harry Potter. La rencontre avec Luna. Alors, il y a toujours notre chronique du meilleur personnage du chapitre. Est-ce que tous les trois, on va choisir Luna ? Franchement, je vois pas trop qui tu peux prendre d'autres, quoi. Ouais, là c'est un peu... Si, Ginny, elle est un peu cool dans ce chapitre, quoi, mais en fait, Luna, c'est tellement... Enfin, c'est son chapitre, quoi. De toute façon, il y a quelques chapitres qui portent un nom d'un personnage. J'ai pas trop d'autres exemples là, tu me diras. Mais si le titre du chapitre, c'est le nom d'un personnage, évidemment, le MVP, c'est ce personnage. Hein. Je crois que là, on est tous d'accord. Et avez-vous trouvé de quoi renommer le chapitre ? Contrairement à moi. Oui, bah toi, voilà, on a perdu espoir. Alors pourtant, j'ai abandonné depuis très longtemps. Il y a des auditeurs qui t'ont donné des listes complètes, mais... Tu m'as dit que je pouvais pas les prendre. Laurane, est-ce que t'en as un ? J'ai été censurée. Moi, j'en ai un, mais c'est vraiment nul. En fait, vu que le chapitre, il y a Hermione, il y a Ginny, il y a Luna, il y a Cho, il y a Tonks au début, c'est toutes les femmes de sa vie. Toutes les femmes de sa vie. Oui. Voilà, c'est la ref. Toutes les femmes. Et Julien Doré, il les a repris avec les L5. Il a repris cette chanson. C'est les L5, la vache. Elle est 2010, les L5. Non, j'arrête avec les 2010. Et on vous aime aussi, hein. Oui, j'ai vu dans le chat, on vous adore. Les 2010 ne savent pas de quoi je parle, là. Mais oui, mais on vous adore. Quoique, des fois, c'est peut-être vintage. Hein, attention, eux, parce que on dit souvent ça et on a beaucoup de messages en mode, mais si, on sait, d'ailleurs. C'est comme nous à l'époque quand on écoutait les chansons des années 80 ou 70, en fait. D'ailleurs, en référence à un ancien chapitre, on reçoit peut-être toutes les semaines, au moins une fois, un message qui nous dit si on sait ce que c'est, les talkie-walkie. Et en fait, depuis ce jour-là, faut qu'on arrête de supposer qu'il y a des jeunes, des mineurs qui savent pas de quoi on parle, parce qu'ils ont beaucoup de rêves du passé en vrai.
Et puis les talkie-walkie, on est bête, mais c'est encore utilisé en fait. Ils étudient ça à l'école, peut-être, dans les trucs ancestraux. Ouais, c'est utilisé, ouais, encore, ouais, en jouet, je pense. C'est encore vendu. Moi, mon renommage, Dans des séries. c'est un titre, enfin, c'est un sujet dont on n'a pas trop parlé, en vrai. Enfin, je sais pas si c'est un sujet, mais il y a un petit truc intéressant à relever. C'est du coup, L'Ordre du Phénix, chapitre 10, le Silver Trio. Parce que ça, on l'a pas dit, Oui. mais c'est la rencontre du Oui. deuxième trio. En Ouais. fait, avec Neville, Luna et Ginny. En fait, ils sont tous les trois Ouais. dans le compartiment. Alors, il y a Harry. Et en fait, ils vont vraiment agir comme un trio secondaire. On l'appelle le Silver Trio, avec le Golden Trio, Harry, Ron et Hermione. Et puis, tu rajoutes Drago à ces deux trios-là et on a le Big Seven, les 7 personnages principaux, en tout cas les enfants. Voilà. Ok, Potterhead. Ouais, Potterhead. T'as jamais entendu parler des Big Seven? Et Silver Trio, t'avais déjà entendu? Oui. Ouais, voilà. Donc voilà, je l'appellerais le Silver Trio. Mais bon, c'est pas très inspiré. En tout cas, moins que Loran. Comme d'habitude, on est moins bon que nos auditeurs et auditrices. Ah, puis moi, mais j'ai fait une insomnie cette nuit et franchement, c'est venu à un moment donné, je me suis dit, ah ouais, cool. Et voilà. je sais pas, moi, je voulais trouver un truc avec loufoque, excentrique, mais Ouais. j'ai pas réussi à trouver. Il y a Telperion qui nous propose un retour à la normale un peu loufoque. C'est vrai qu'il y a le retour un peu à la normalité, en tout cas pour Harry, de retourner à Poudlard. Et puis, effectivement, Moi, j'en avais un autre, c'était Love Good Actually. Ah, référence à Love pas Actually. mal. Oh là là, mais C'est quel que des talent! refs, hein, Ah là là. Nos auditeurs ont du talent. Je sais pas. Bon, on passe à la volière peut-être. Let's go. C'est parti avec vos messages. Nous commençons par le hibou sonore de Samantha. Salut Jérémy, Marina et salut à l'invité s'il y en a un. Je voulais juste vous envoyer ce hibou sonore en réaction à votre dernier épisode parce que je suis très heureuse d'apprendre que Jérémy envisage peut-être de se professionnaliser dans le podcast. Donc franchement, j'espère que ce sera possible. Je trouve que vous le méritez vraiment. C'est marrant parce que j'en parlais justement avec mon chéri la semaine dernière. J'écoutais un épisode et il m'a dit qu'il trouvait ça vraiment super que vous puissiez vivre de votre projet. Et quand je lui ai dit que c'était pas le cas, que c'était pas du tout votre activité principale, mais plutôt un hobby, il a été hyper surpris parce qu'il sait très bien le temps que ça prend pour faire tout ça. Surtout si on prend en compte la qualité sonore à chaque fois du podcast, le rythme de sortie des épisodes et tout le travail de montage qu'il y a derrière. Donc franchement, je trouve ça assez incroyable que vous arriviez à produire tout ça en parallèle de vos vies pro. D'ailleurs, petite question pour vous, est-ce que vous savez combien de temps vous prend finalement un épisode au total entre la lecture, la préparation, l'enregistrement et surtout le montage pour toi, Jérémy? Voilà, en tout cas, merci pour tout et longue vie à la fréquence. Merci Samantha. Alors, moi je vais prendre l'exemple de cet épisode. Je sais pas, le temps de lecture d'un chapitre, 10 minutes, non? Je sais pas, j'ai pas conscience de la durée de lecture. Ah, de lecture. Non, de lecture, pas de préparation. Ah oui, ça dépend de la longueur du chapitre, mais ça peut être 15 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, quoi. Ouais. Et après, ça dépend comment on prépare, parce que ça dépend. Soit je vais lire le chapitre en entier, ou soit je vais lire ma partie. Je commençais que par ma partie, et ensuite, en fait, Jérémy vient de découvrir ça au bout de je ne sais combien d'années. Ah oui, c'est vrai. C'est que, en fait, je vais lire une page ou 2 pages, et ensuite, je pose le livre et je la résume. Moi, je fais pas du tout ça, moi. Ouais. J'ai pas besoin d'avoir le livre à côté en permanence. Et du coup, hier, admettons, j'ai préparé hier. J'ai commencé vers 15h30, j'ai fini à peu près vers 19h, la préparation du chapitre. Après, il y a la relecture encore qui prend une demi-heure après. Ce matin, j'ai relu, j'ai corrigé des trucs. Donc, voilà. Moi, je pense que ça prend à peu près 5 heures de préparation. Après, les 3 heures d'enregistrement. 5-6 heures. Et le montage, d'ailleurs, Samantha, je t'adore. Hein. N'hésitez pas à nous envoyer des hiboux sonores pour dire à quel point vous trouvez le podcast fantastique, évidemment, et avec une qualité sonore irréprochable. Merci. Non, je plaisante. Je pense que le montage, ça me prend pareil, à peu près 5-6 heures. Voilà, en gros. On va dire environ 2 fois la durée du podcast, peut-être un peu plus. Donc, mis bout à bout, c'est pas mal. Mais... En gros, toi, t'es sur 12 heures, quoi.
Ouais, puis en plus, il y a la publication, Sans compter, ouais, les réseaux sociaux, les tu trucs comme ça prend programmes du les temps. Hein. publications, les réseaux sociaux, répondre aux messages. C'est pour ça qu'on essaie de se professionnaliser parce qu'effectivement, des fois, c'est un petit peu chaud, même si on sort qu'un épisode tous les 15 jours avec des after-shows. C'est un peu chaud voilà, quand on a un métier à côté, de faire tout ça. Et puis, ouais, il y a l'emploi du temps, il y a les plannings, trouver du temps, le créneau pour enregistrer. Parce que souvent c'est un peu compliqué mais pour la professionnalisation de toute façon là ça arrive c'est acté. Les papiers sont signés, tu vas être libéré bientôt de ton travail de salarié à partir de cet été. Voilà, je suis à 100% sur mes activités de podcasteur et d'entrepreneur de façon générale. Voilà, mais c'est pour ça, il y aura peut-être à partir de cet été, il y aura peut-être un peu plus de contenu, peut-être une chaîne YouTube avec d'autres vidéos, les podcasts, je sais pas, ça c'est en réflexion, on va voir. Mais j'ai très envie et voilà. Donc voilà, c'est l'aventure les gars. C'est l'aventure. Merci Samantha. Après, peu importe le temps qu'on met Marina et moi à préparer, à monter l'épisode, etc. Le principal c'est que ça soit agréable à écouter en fait. Tout est dirigé vers ça, c'est que ça soit agréable, que ça soit bien. Quoi, et après, certes, ça prend du temps, mais c'est plus facile qu'au début. Je me rappelle, au tout début, moi, c'était mon premier podcast et tout, j'avais trop du mal à résumer. Je restais des heures et tout, c'était l'enfer. Et maintenant, on a nos habitudes de langage, on sait comment on fait et tout, donc voilà. Et moi, par exemple, sur la préparation, pour ce qui est des petits débats et tout, je suis plus sur l'impro. Que toi, Jérémy, tu fais beaucoup de recherches. Ouais, j'écris pas mal, c'est vrai. Que moi, je suis un peu la Maluna, genre, ah là là. Ouais, j'écris pas mal, ouais. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'on a pris le parti pris dès le départ de raconter l'histoire. C'est un truc qu'on voulait faire. Vas-y, viens, on fait chapitre par chapitre, mais on plonge vraiment les auditeurs dans l'histoire. On la raconte. Alors, on lit pas le texte parce qu'on peut pas faire de livre audio. Mais viens, on résume l'histoire. Et ça, c'est... Ouais, des fois, c'est pas forcément évident quand le chapitre fait plus de 30 pages. Je vous cache pas que ça dépend aussi du chapitre. Hein, le temps de préparation, des fois, c'est un peu plus difficile que pour d'autres chapitres. Mais tant que vous passez toujours des bons moments à nous écouter, nous, c'est le principal. Ouais, c'est clair. Je voulais dire un autre truc, mais je m'en souviens plus. Bah, tant pis. Et bah, tant pis. Peut-être après le hibou sonore de Nathanaël ? Bah, ouais. C'est parti. On écoute Nathanaël. Bonjour la fréquence. Alors, je suis très en retard dans mon écoute de vos podcasts, mais j'essaie de rattraper mon retard petit à petit. Du coup, j'espère que personne ne vous a posé cette question, mais je pense que non. Donc ma question, elle est assez bête en fait. J'y pense là en écoutant un de vos épisodes. Est-ce que si vous étiez Premier ministre donc de Grande-Bretagne, ou en tout cas chef de l'exécutif d'un pays, et que vous appreniez, donc comme le Premier ministre Moldu, qu'il y a tout un monde de la magie, etc., un ministre de la magie, tout ça, est-ce que vous auriez pas envie un peu d'y mettre votre nez, de dire attendez, moi je suis Premier ministre de ce pays, ces sorciers sont des citoyens de mon pays, je vois pas pourquoi est-ce que je devrais pas aussi aller contrôler ce qui se passe, j'ai été élu Premier ministre, donc ils sont aussi sous ma juridiction, ce genre de choses, parce que je trouve que le Premier ministre britannique dans Harry Potter est quand même très chill à l'idée de savoir qu'il y a un pouvoir parallèle dans son pays. Voilà, donc je me posais cette question. Merci Nathanaël, très bonne question qu'on abordera évidemment dans notre lecture du début du tome 6, ce fameux chapitre, l'autre ministre, un chapitre assez étonnant. J'aime trop. Ouais, je sais que tu l'aimes bien. Alors, c'est vrai que ce que je dirais, c'est que c'est vrai que la représentation du Premier ministre Moldu, je la trouve assez caricaturale perso. Il se fait embobiner par les sorciers, il est vraiment dans la pure passivité, comme on le voit au début du tome 6. En gros, il subit tout ce qui lui arrive, quoi, ce ministre Moldu. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que c'est réaliste ou pas ? Et moi, personnellement, j'en doute. Alors oui, il y a l'argument qui est expliqué par Fudge dans le tome 6, que de toute façon, en gros, il dit, de toute façon, vous êtes le seul à le savoir avec vos prédécesseurs, donc si vous parlez, tout le monde vous prendra pour un fou. Et en gros, tout ce que vous voulez pas en tant que ministre, c'est de passer pour un fou. Pour les gens, quoi, pour l'opinion publique. Bref. Mais en même temps, je trouve que c'est un peu facile, c'est un peu un petit raccourci comme ça, parce qu'il y aurait moyen de prouver que le monde de la magie existe, il y aurait, je pense, plein de façons d'exposer les sorciers au monde, tout simplement. Et là, je vais être un peu plus cynique par rapport à notre monde réel. Je pense que, ouais, cyniquement, au Royaume-Uni ou ailleurs, les moldus au pouvoir, ceux qui ont le pouvoir, par exemple, Premier ministre,
bah, en fait, ils chercheraient à utiliser les sorciers pour leurs affaires. Je trouve que cette passivité, elle n'est pas très réaliste. Je pense qu'on est plus dans la caricature. Mais, Après, voilà. si toi, tu étais Premier ministre, par exemple, Bah, Moldu, est-ce que tu voudrais collaborer plus avec les sorciers ou pas? le truc, c'est que j'ai pas répondu frontalement à la question de Nathanaël parce que je ne me projette pas en tant que Premier ministre. Mais non. Je veux pas être Premier ministre. Je sais pas comment je veux pas cette responsabilité, et si je l'avais, je sais pas comment je réagirais en vrai. Mais par contre, Moi, je pense que je m'en mêlerais pas non plus, en fait, si j'étais Premier ministre. Je pense que je voudrais pas trop en entendre parler parce qu'en fait, je me dis, le ministre de la magie, quand même, enfin, il y en a certains pour qui ça s'est pas forcément très bien terminé ou très bien passé. Enfin, c'est un peu un poste dangereux, finalement. Moi, je suis pas sûre que j'ai envie de devoir dealer avec des Voldemort, des tout ça, machin. Donc, en fait, je pense si ça pouvait être géré par quelqu'un d'autre sans que ça me concerne, je pense que je choisirais ça. Mais je pense que de manière réaliste, ça se passerait pas comme ça parce que les dirigeants, c'est ça. des pays, ils le feraient jamais. Il faut garder Mais, toujours un œil en fait sur le monde des sorciers parce qu'on sait pas. Et inversement, en fait, le monde des sorciers devrait jeter un œil sur le monde des moldus parce que on n'aura pas nos réponses avec les animaux fantastiques, mais avec la Première et Seconde Guerre mondiale, comment s'est passée la confrontation en fait? Ouais. Comment ils ont été impactés? Est-ce que eux aussi ont fait partie d'une armée? Est-ce qu'ils sont enrôlés? Est-ce que machin Ça aurait été intéressant dans les animaux fantastiques. Enfin, c'est le seul truc qui m'aurait intéressé. Enfin, le seul peut-être pas, mais en tout cas dans le côté grande histoire, c'est que effectivement Grindelwald, c'est une guerre lancée contre les Moldus. Ce que fait pas Voldemort. Grindelwald, il veut prendre le pouvoir sur les Moldus. Il comprend pas pourquoi il y a le secret magique en fait. Donc il veut revenir là-dessus. Donc à ce moment-là, il y a eu sûrement des discussions avec le Premier ministre. Oui. Et ouais, c'est intéressant. En fait, tu vois, par exemple, toi, Laurent, tu dis, moi, je me mêlerai pas parce que voilà, mais je pense que aussi, tu ne voudrais pas être Premier ministre, en fait. Oui, voilà. Et si tu penses ça va de pair. C'est précisément parce que tu ne veux pas de responsabilité politique. Bah oui. Sauf qu'à un moment, dans ton parcours, dans ta carrière, quand tu deviens Premier ministre du Royaume-Uni, je pense que on n'est pas les mêmes personnes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est un peu... Et c'est pour ça que je pense que cyniquement, effectivement, c'est peut-être pas très réaliste parce qu'un Premier ministre, en vrai, il se laisserait pas faire comme c'est le cas dans l'histoire. Voilà. Surtout avec les ozos qu'on a en ce moment. Oh, au Royaume-Uni, ils ont eu pire avant. Hein. C'est pas leur pire période. Ouais, avec le Brexit et tout, ils ont eu pire avant. Mais... ouais, rappelle-toi de Boris Johnson quand même. Hein. Ah, mais t'as vu le remplacement là, enfin il est sympa aussi, il est foufou. Hein. Il est fifou. Nous passons au hibou sonore de Laurence. Bonjour Marina et Jérémy. Bonjour potentiellement à l'invité. J'ai écouté il y a pas longtemps l'épisode sur la première tâche du tournoi des 3 sorciers et je vous envoie ce hibou sonore pour vous poser la question suivante. Si vous étiez choisi en tant que champion ou championne, comment auriez-vous accompli la tâche du dragon? Moi, j'aurais utilisé le sortilège de désillusion sur moi-même et le sortilège de gel-flamme. Alors, ce premier, c'est celui que Maugrey jette sur Harry lorsque la garde rapprochée vient le chercher dans l'ordre du Phénix. Et quant au sortilège de gel-flamme, il est fait mention dans une histoire de la magie quand on évoque la chasse aux sorcières. C'est le moment où Harry fait ses devoirs sous sa couverture au début du tome 3. Donc, avec ces 2 sortilèges, je me ferai pas brûler et je blesserai pas le dragon non plus. Que pensez-vous de ma stratégie et quelles auraient été les vôtres? Comment vous auriez fait pour récupérer l'œuf d'or? Voilà. Sinon, votre podcast est super et je vous souhaite une bonne continuation. Bisous. Merci Laurence pour ta question. Alors, tu es beaucoup plus sérieuse que moi et beaucoup plus inventive et intelligente pour affronter la tâche du dragon. Alors moi, j'ai 2 solutions. Est-ce que vous voulez celle qui peut être canon ou celle qui est un peu loufoque? Lance les 2. Loufoque. Il y a un spin-off, il y a des mondes entremêlés entre Four Wings et Harry Potter. Oh, tu lis Force Wing? Bah oui, et je suis une cavalière en fait. Et donc je maîtrise mon dragon en fait. Et voilà. Si t'es pas lié à lui, il va te brûler. Bah si, parce que je suis une super cavalière en fait. Avec des super pouvoirs du monde d'Harry Potter aussi. Moi, si je suis Force Wing, j'appelle Xaden et puis hop, je me tire, hein, je quitte Poudlard et tout. Hein. Attends, je rigole avec vous alors que j'ai pas la ref. En fait, je serais un mélange entre... comment elle s'appelle l'héroïne déjà? Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. C'est dans ma pile à lire, je vais lire Force Wing. Je vais lire, c'est dans la prochaine. Entre Violette
et Daenerys, en fait. Voilà. Ok. C'est un peu tous mes mondes fantastiques. Ouais, tu maîtriserais les dragons à fond, quoi. Ouais. Ça serait mes Ok. bébés aussi. Mais, retour dans le monde des sorciers. imagine dans le monde des sorciers, réalité et tout. Qu'est-ce que je fais? Sincèrement, moi, Marina, à Poudlard, Tu fuis. j'abandonne. Tu fais ce qu'aurait dû faire Harry. Je déclare forfait. C'est ça, j'aurais déclaré forfait. Moi, j'aurais aucune honte à dire je veux pas de Non. vos conneries. Je suis pour la protection des animaux. Je laisse le dragon. Ciao les gars. Et Le vous tournoi des 3 sorciers, c'est gênant. Non, j'arrête. Et toi, Laurent, je sais pas si t'as une idée ou pas. Bah moi, en fait, j'aurais fait la même strat que dans Hogwarts Legacy, ce que je faisais, ce que j'ai fait tout le long pour finir le jeu, quoi. J'aurais fait des illusions sur moi pour devenir invisible. Si jamais il commence à me sentir un peu, j'aurais fait Bombarda plus loin, genre va voir ailleurs si j'y suis, et puis après Asio œuf quand je suis pas trop loin, et puis voilà. Enfin, ça a très bien marché dans Hogwarts Legacy contre tout le monde, donc je vois pas pourquoi ça marcherait pas contre le dragon. Toi aussi, tu utilises le sortilège de désillusion à chaque fois qu'il y a des ennemis à proximité. Oui, Et dès que, j'essayais d'éviter le combat au maximum. et dès que tu peux les pétrifier. Bah tu ouais, le fais. exactement. Ouais. Bah, sinon, j'étais trop nulle. Moi, j'ai fait que le début de Hogwarts Legacy, mais j'ai plus passé de temps à caresser les chats qu'à jouer vraiment Au au début, jeu. c'est l'étape obligatoire. Au début, ouais. Ça Après, arrive sur tous les chats. ils sont partout, donc. Mais la manette, elle vibre et ça fait ronron. Oui. Enfin, c'est super. Bah, en vrai, ouais, moi, ça serait un peu pareil. Et ce que tu dis. Pareil, faire de l'abandon. Non, de faire Bombarda. Ah. Et c'est un peu ce que fait Cédric d'ailleurs, et je la trouve stylée. Sa méthode, c'est que lui, il transforme une pierre en chien pour faire diversion. Ouais, c'est ça, il l'occupe ailleurs. Voilà, c'est ça. Et moi, j'aime bien cette technique. technique, ouais, de faire diversion d'une façon ou d'une autre. Mais par contre, c'est vrai, là, Laurence en parle, c'est que par exemple, Chrome, il utilise le point faible des dragons, c'est les yeux, et donc du coup, il lance un sortilège dans les yeux du dragon. En plus, ça marche pas bien parce que du coup, le dragon, il panique, il a mal, il écrase les œufs. Ouais. Ouais. Et Moi, ça, j'aurais peur que ce soit pire et que dans Ah la ouais. panique, Oui, bah, il carrément. brûle tout et puis en c'est fait, plus dangereux moi, aussi. Non seulement ça, oui, tu oui. blesses le dragon qui a rien demandé, qui est là, qui est manipulé par les sorciers. Enfin bref, voilà, c'est discutable. Et en plus, voilà, ouais, diversion, c'est pas mal, ouais. On passe au dernier hibou sonore. Mhm. Il nous a été envoyé par Antoine. On écoute. Salut Jérémy, salut Marina, salut à l'invité, si invité il y a. Je vous envoie ce petit hibou depuis la ville de Caen, en Normandie, pour vous poser une question qui concerne Voldemort et la Marque des Ténèbres. Je me suis toujours demandé pourquoi Voldemort avait besoin toujours d'avoir un de ses mange-morts pour appuyer sur la Marque des Ténèbres et appeler les autres. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas une lui-même, en fait? Et est-ce que c'est juste parce qu'il n'en a pas sur son nouveau corps après sa résurrection dans le tome 4? Et est-ce qu'il en avait une, du coup, sur son ancien corps avant de mourir une première fois? Voilà. J'espère que vous pourrez aider à apporter une réponse à cette question. Et aussi, j'envoie plein de bonnes ondes à Marina parce qu'au moment où j'écris ce message, je sais qu'elle est hospitalisée. Et j'espère que tout ira bien et que ça ira beaucoup mieux quand vous entendrez ce message. Voilà. On a pris un petit retour nord de temps, mais oui, Marina, tu vas bien. Ça va mieux. J'ai eu des passages difficiles, mais ça commence à aller mieux. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent belge pour ça. Mais en tout cas, coucou de Caen. Peut-être qu'on s'est déjà croisés. Bah ouais, Antoine, je sais pas où t'en es dans le podcast, mais sache que nous n'habitons plus Lyon, comme c'était le cas avant, mais nous sommes Canets, tout comme toi. Donc au plaisir de te voir, de te croiser peut-être un jour en ville. Place Saint-Sauveur. Maintenant, j'ai des rêves canaises. Rue Écuyère. Alors pourquoi Voldemort n'a pas de marque des ténèbres? Alors c'est vrai que il n'en a pas, a priori, en tout cas pas sur son nouveau corps. Par exemple, il utilise la marque de Peter Pettigrew pour appeler les mange-morts dans le cimetière, rappelez-vous. Voilà. Après, honnêtement, je pense qu'il n'en avait pas avant non plus. Je pense qu'il n'en a jamais eu sur lui. Parce que je sais pas si vous êtes d'accord, mais psychologiquement, en fait, c'est la marque de ses serviteurs. Donc en fait, je suis d'accord. Je le vois pas porter la marque de ses serviteurs. Ils l'ont parce qu'ils le servent lui et lui c'est le maître en fait. Donc en fait s'il l'avait, c'est comme s'ils faisaient tous partie du même club alors qu'en fait pour lui il y a quand même, faut qu'il y ait la notion de, c'est lui qui est au-dessus de eux quoi. Donc, c'est ça. C'est leur marquage. Ça va se rabaisser à leur niveau en fait.
Ouais, on est d'accord, ouais. Je le vois pas à la portée, quoi. C'est le signe de ses inférieurs, c'est impur pour son corps, nouveau ou pas d'ailleurs, mais ouais, je suis assez d'accord. La question un peu ouverte, c'est on sait pas trop, sauf si j'oublie quelque chose, mais on sait pas trop s'il a un moyen d'appeler l'ensemble de ses serviteurs sans dépendre de la marque d'un de ses mange-morts comme il fait avec Peter dans le cimetière. Je sais pas s'il peut rentrer en contact avec tous ces mange-morts d'un coup sans utiliser une marque des parce qu'il n'en a pas. Ça, je crois pas qu'on le sache, mais comme il est ultra puissant, peut-être que oui, hein, par la ligilimancie, même peu importe où il se trouve, ça se trouve, il a moyen de rallier tous ces mange-morts et de les appeler, quoi. Mais par contre, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, effectivement, il n'a pas la marque des ténèbres et il n'en a jamais eu, pour ces raisons. Et aussi, j'avais une question, c'est en gros la marque, est-ce que c'est pour que les mange-morts se rassemblent entre eux ou est-ce que c'est pour qu'ils viennent là où il est lui? Parce que si c'est pour qu'ils viennent là où il est lui, bah en fait ça sert à rien qu'il l'ait vu. Le but c'est de le rejoindre lui. Le truc, ouais, je pense que les mange-morts, ça leur permet de transplaner, d'apparaître Là où il est. Là où il est, comme Là où il est. parce que dans le cimetière, par exemple, c'est ce qui se passe. Et puis, on a aussi le truc où on sait que Voldemort, il est relié à la marque des ténèbres de chacun de ses mange-morts. Parce que, par exemple, quand son retour arrive bientôt, dans le 4, par exemple, on sait que la marque de Severus et de Karkaroff les brûle. Elle devient de plus en plus présente. Donc, je pense qu'il y a Voldemort est connecté à ses mange-morts par la marque des ténèbres. Alors, comment ça se passe exactement, je ne sais pas. Effectivement, ça doit marcher comme un truc en mode Voldemort t'appelle, tu transplantes directement là où il se trouve. Ouais. Et t'as pas besoin de savoir où il se trouve. En fait, Puis tu sais, c'est pas du transplanage. Ça doit être un truc un peu spécial. Dans les films, ils ont matérialisé ça par de la fumée noire. Enfin voilà, c'est un truc assez. Je peux faire de l'humour pipi-caca. Pipi-caca. Comment ça se passe quand t'es sur les toilettes, que tu galères un peu avec ton number one et que Voldemort t'appelle? Est-ce qu'il prend ça comme un abandon et est-ce que t'es puni ou pas? Genre, t'arrives en retard, tu fais désolé les gars, j'étais sur les toilettes et tout, c'était difficile. Voldemort là avec son sac de mange-morts. Salina qui arrive à ce moment-là en plus. Bonjour tous mes mange-morts. Oh, désolé Avery, je vois que c'était pas le bon moment. Tu peux remonter ton froc s'il te plaît, merci. Non mais c'est vrai, imagine. T'as peut-être genre 10 secondes en plein acte sexuel aussi. Ah non. Bah ouais, non mais il y a plein de trucs. Lucius, rangez cette baguette de White Lotus. Ah là là. Bon, je crois qu'on a répondu à la question. Merci Marina pour cette. Toujours là pour l'humour plus subtil, très intelligent. Voilà, c'est tout moi. Bon sur ce bel humour, on conclut la volière. Donc, si vous voulez poser votre question et être diffusée peut-être sur un prochain épisode et finir par un humour pipi-caca, on attend votre message vocal d'1 minute, soit en MP sur Insta ou Messenger ou bien par mail à l'adresse en description. Alors, même chose pour candidater à l'émission et devenir éventuellement l'un ou l'une de nos futurs invités comme Laurane sur cet épisode. Là aussi, vous pouvez nous envoyer un message vocal de présentation. Alors, la seule différence, c'est que ça peut être 2 minutes max et on ouvre uniquement les candidatures en message Discord ou par mail. En gros, évitez les réseaux sociaux pour que ça risque de se perdre. Mais t'as changé entre plusieurs podcasts? Non, c'est Discord. On a récemment ouvert par email pour les candidatures parce qu'il y a des gens qui Discord ils n'utilisent pas. Okay. Et puis en fait maintenant qu'on est sur Twitch, ça fait plus de sens parce qu'on n'utilise plus Discord. Parce qu'à un moment en fait on a dit sur Insta, mais du coup. Non sur Insta non, on n'a jamais dit ça. Non, ah bon non sur Insta c'est vraiment hibou sonore. Le truc c'est qu'on reçoit beaucoup de messages vocaux pour la volière. Donc, histoire de pas mélanger tout. Déjà, des fois, c'est un peu le challenge pour pas vous perdre vos messages. Donc, on préfère les candidatures pour être invité Discord ou par email. Mais évitez les réseaux sociaux, s'il vous plaît, les amis. Justement, en parlant de réseaux sociaux, suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux, évidemment. Ça permet de garder contact entre les sorties. Notre serveur Discord, on en parlait, on l'utilise plus. Là, Laura n'est pas sur Discord, mais il est toujours là, évidemment. C'est top pour discuter d'Harry Potter et autres avec d'autres membres de la commu. Rejoignez-nous, l'ambiance est cool. On est sinon sur Insta et Facebook et Twitch. Allez nous rejoindre là-bas. Maintenant, là, on enregistre sur Twitch nos épisodes en direct et en vidéo comme maintenant. Il y a quelques autres streams qui se préparent aussi dès la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, je vais reprendre, je pense, les streams perso. J'ai bien envie de reprendre ça. Donc voilà, ne manquez pas et faites un petit tour dans la description de l'épisode. On y met à chaque fois tous les liens qui vont bien.
Et comme vous le savez sûrement déjà, vous pouvez soutenir la fréquence sur Patreon. Pour 4 petits galions par mois, vous avez accès aux after-shows bonus qu'on enregistre avec nos invités après chaque chapitre. Alors, à ce moment de l'enregistrement, ça fait 40 podcasts à rattraper si vous rejoignez maintenant. Et les replays vidéo des enregistrements live sont disponibles exclusivement sur Patreon, sans compter que la plupart du temps, on sort les chapitres quelques jours avant, en avant-première. Alors, il y a pas mal d'avantages à nous rejoindre. Et en plus, bien sûr, vous soutenez notre travail avec Jérémy. Donc, merci à tous nos patronus pour ça. Et j'espère que ça va continuer, le soutien pour le patronus. Sinon, dans un an, tu reprends le boulot dans le bureau. Comme tout le monde. Ça suffit maintenant. Les dates approchent, donc on fait un petit rappel si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez bientôt nous voir enregistrer en vrai lors de 2 événements. On sera au 25 Ballets de la Gazette du Sorcier le samedi 27 en septembre. Vrai, waouh, quelle plus-value. Le samedi 27 septembre à Noisiel, dans l'Est parisien, c'est pas très loin de Disneyland. Ainsi, je dis ça, je dis rien. Non, on Marina. n'ira pas à Disneyland. Ainsi qu'au bal des sorciers, une nouvelle fois, ça sera les 18 et 19 octobre prochains, toujours à l'abbaye royale du Moncel dans l'Oise. Alors on enregistre, il y a toujours des places pour la Gazette le 27 septembre. Pour le bal des sorciers en octobre, il reste uniquement des passes visiteurs. Vous n'aurez pas accès aux activités de cours, mais pas de souci pour assister à nos enregistrements ou nous rencontrer tout simplement, évidemment. Ça peut être des passes intéressants si vous êtes de passage. On a hâte de papoter IRL avec des auditrices et des auditeurs de la fréquence. Et on espère y voir un maximum d'entre vous. Et en plus, il va y avoir des feats entre les podcasteurs et podcasteuses. Donc, ça va être cool sur la Gazette. On va rencontrer se faire plaisir. des youtubeurs. Et puis, ça a été annoncé, donc on peut le dire. Mais à la Gazette, on va rencontrer en vrai Frédéric du podcast québécois En attendant ma lettre de Poudlard. Qui fait le voyage. C'est très, très cool. Donc, je pense qu'il y a des chances que vous l'entendiez à nos micros en direct de la Gazette. Oh, Laurane, ça y est, on a réussi à enregistrer cet épisode. Oui. Ça s'est bien passé? Oui, c'était super, merci beaucoup. Ça passe un bon moment. Oui. On va enregistrer, tu vas rester avec nous pour un after show sur Luna Lovegood. Oui. On va voir si on l'enregistre juste après ou quelques jours plus tard. Enfin, ça, on en discutera. Mais ça sera un spécial Luna Lovegood. On a évidemment parlé de Luna dans ce chapitre 10, mais voilà, on va lui consacrer tout un after show. Et je pense que ça va être un after show copieux, quoique digeste. Ouais. Je pense. Surtout qu'on l'aime tous et toutes, cette chère Luna Lovegood. Je sais plus si à l'époque on avait fait un podcast sur Luna. Il y a des chances quand même, parce qu'on avait fait des podcasts sur les personnages. Et comme Luna est un de mes personnages préférés, il y a de fortes chances que j'ai imposé Luna Lovegood à l'époque. Mais ça sera un plaisir d'en reparler dans un after show. Ouais. Ah d'ailleurs, je vais réécouter du coup le podcast sur cet épisode pour pomper des trucs. Oui. Ça peut être l'occasion. On n'oublie pas la tradition en remerciant les tipeurs irréductibles de la fréquence. Merci à Corsetilou, Marinette, Dispirit, Bispac, Lucie, Aurélien, Pokipimps, Errol, Sophie, Pamela, Mugiwara, James, Chloé et une nouvelle tipeuse, messieurs, dames, avec Kia. J'avais prévu un petit... J'étais sûre. À chaque fois qu'il y aura un nouveau tipeur ou une tipeuse, ça sera ça. Kia, merci. De la foire. Oui, j'ai été à la foire il y a pas longtemps, ça m'inspire. Allez, Zébardi pour rattraper. Zébardi, merci Kia. Pompon. Merci Kia pour ton tip. Rejoignez la liste des tipeurs. Ouais, allez, encore une fois. J'arrête. Bref, quant à nous, on se retrouve soit en after show, soit pour le prochain chapitre de l'Ordre du Phénix, qui s'intitulera La nouvelle chanson du Chouapeau magique. En attendant d'écouter la mélodie du Chouapeau dans la grande salle, chapeau à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et à bientôt les amis, il est temps d'arrêter. Salut. J'ai appuyé sur le bon bouton. À bientôt. Salut. Au revoir.